France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Et ouais, je fais mon petit sport d'étirement avant l'émission. C'est très important. Vous savez que c'est sportif d'animer une émission comme le LGF, le rendez-vous de liberté d'expression tous les jours de 16h à 18h. On est de retour. Merci d'être avec nous en direct à la radio sur France Maghreb 2, mais aussi en live sur Facebook, sur la page officielle de l'émission Christophe, le Grand Forum et France Maghreb 2, bien entendu. Et comme d'habitude, je vous incite à partager ce live. Vous avez été parfait mardi. Il faut qu'on fasse mieux. On avait quoi, 62 partages mardi? Allez, on vise sur les 80 partages et ça grâce à vous. On y va parce que finalement, ce rendez-vous de liberté d'expression ne pourra exister, perdurer, continuer que si vous jouez le jeu. C'est simple, vous partagez juste le live sur vos Facebook respectifs pour qu'il soit vu de tous et que la grande famille du LGF s'agrandisse de jour en jour. Parce que vous avez évidemment votre place à prendre. Alors aujourd'hui, il y aura beaucoup d'invités et pour m'accompagner, mademoiselle Soraya Rachedi, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va très très bien, toujours aussi élégante Soraya. Pour nous accompagner, elle a lu le livre de nos invités, ça tombe bien, c'est la seule. Rudy Kazi, salut Rudy, comment ça va? Ouais, salut Christophe, ça va bien, merci. On a notre petite studieuse, elle a lu le livre, elle, contrairement à nous. Enfin, moi j'ai lu 40 pages. Ah bien. Ouais, quand même, 40 pages. J'ai réussi à décrypter les héros de ce livre. Philippe Boyaki, le réalisateur en chef assisté de Ethan. Bonjour les gars. Bonjour. Salut. Voilà, tout le monde va bien. Alors moi j'ai lu la couverture du livre. Ah ouais, c'était le plus dur, franchement. Est-ce que vous comprenez le titre? Moi j'ai rien compris, rien que le titre, je comprends rien. Bah moi j'ai compris du coup. Ah ouais? Le kaolin et le feu. Le kaolin, tu vas faire un exposé sur Soraya alors. Bah oui, non mais carrément, là je peux faire la chronique à moi toute seule. En fait, kaolin c'est une pierre blanche, donc qui signifie la terre du coup. Non, c'est la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est ça. Mais oui, la pierre d'Alain. En fait, c'est un livre sur le déodorant. Voilà. C'est ça, Philippe. D'accord. Ok. Mais le kaolin, ça se mange, non? Le livre, il parle des êtres humains. 200 pages, ça me fait peur. En fait, le livre, il parle des êtres humains et des génies maléfiques, des genoun. Et du coup, le feu fait référence aux genoun et le kaolin fait référence à l'être humain. D'accord. Bon. DJ Nabil aussi est de la partie. Comment ça va, mon DJ préféré? Très bien, mon cher ami. Impeccable. Alors, il paraît que demain, tu nous fais des infidélités. Tu te barres? Ouais, en fait, je voulais laisser. Medjahed avait tant envie d'animer et de co-animer avec toi le LGF. Et puis répondre au quiz, surtout, apparemment. C'est parti, puisque tu me cherches. On y va, les gars. Vous pouvez jouer avec nous, les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices sur Internet, Facebook, en live. Christophe, le Grand Forum. On partage l'émission. Je compte sur vous, les gars. On aime, on like, on partage, on interagit, on commente et on partage. Sont tous très importants. Et on répond aux questions aussi. Tiens, football. Coupe du monde de football. Quelle équipe devient championne du monde en 1978 en battant la Hollande? 3 buts à 1. L'Allemagne. Non. L'Italie. Attendez, parlez pas en même temps. L'Allemagne, l'Italie, c'est pas l'Argentine. Italie. L'Argentine. Quoi? Bravo, Soso. Bravo. Attends, comment ça, Soraya, elle trouve comme ça? C'est quoi ça? Bah, Voilà, c'est du vous foot, avez ça tout va, ça c'est la là-bas. Coupe du Monde. Oh là là, la honte. 78. Attends, non mais. Tu t'es même pas né, qu'est-ce que tu racontes? Et alors? Bah ouais, Et attends. alors? Elle donne des trucs au pif comme ça, là. Ouais, c'est elle a quoi, fait ça? les tâches, laisse tomber. C'est bon, j'ai compris. J'ai la Bon. technique, moi. Laisse-le, Itache. On le salue d'ailleurs, notre Itache préféré. Ouais. Je cherche un chanteur algérien assassiné en 1998. Matou Lounès. Matou Blounès, il l'a eu, Nabil. C'est lui. Non, t'es malade ou quoi? J'ai dit avant lui. Non, T'es non, fou, non. quoi. Oh, là, Adem, il l'a eu. Oh Il l'a là dit en là, premier. demain tu vas avoir des redlocks sur te réveillant. Il l'a eu. Soraya, tu confirmes? Ah, je laisse place à mon avocat. Non. Soraya, Non, c'est non, simple. pas Elle sûr, veut se non. mettre bien avec tout le monde, c'est la Suisse, laisse tomber. Ouais, voilà. Matou Non, mais Blounès. demande à Rudy. Je suis là que pour le chocolat, moi. Laisse tomber. Rudy, sérieusement, c'est qui l'a dit, Matou Tiens. Lounès? Non, je t'assure que c'est Nabil. Je- Fais-moi confiance, Philippe. T'inquiète, je suis pas. Allez, confirmez les auditeurs, là. Ouais, confirmez, s'il vous plaît, les auditeurs, sérieusement. Mais il y en a une qui Non, nous c'est dit la c'est la belle histoire qui donne la réponse. Voilà. Donc, Ah, la belle histoire, tiens. Avant qu'on oublie Mais non, la belle pour histoire qui l'Argentine. nous fera la synthèse de l'émission tout à l'heure. Oh là là. En direct. Alors, est-ce qu'il sera en direct live? Ouais, il sera en live. Waouh, Ouais, ça va enfin, être. le son, la qualité du son, HD, TMX, DTX. Ah ouais? BMX. BMX. Oh. STX. Vraiment, vraiment. Eh, BMX. Non, mais il nous a fait une émission du professeur Samir Slem. Ah, Franchement, ouais. c'était juste hallucinant. Bon, ça nous fait 1 point pour Nabil, 1 point pour Soraya.
Ah Je oui, la cherche base. un philosophe français mort Ouais. en 1984. En 84. indice, Bernard-Henri Ouais. Lévy. non, Non. non, il n'est pas mort, t'es malade toi. Attends, mais plus de détails. Les mots et les choses. Indice. Foucault. Foucault, magnifique et bonne réponse de Soraya. Jean-Pierre Foucault est mort. Non, Paul Michel Foucault, philosophe français, mort Ah, c'est en le- 1984. Bravo Soraya. Franchement, Ouais, je suis de Magnifique. retour, les gars. Je suis de retour. je ouais. cherche un océanographe, mais aussi Arnaud inventeur Tazieff. de scaphandre autonome. Arnaud Tazieff. Attends, Non, pourquoi tu t'es vu Cousteau. Oui, mort en 97, Jean-Yves Cousteau, effectivement. Merci, monsieur Bourreki, quand même, il fallait sauver l'honneur. Alors que Rudy Kazi est toujours au point mort. Fanny. Mouah. Je J'entends cherche pas, un chanteur. j'entends pas. Alors là, ça va être à la rapidité, là. Je cherche un chanteur de pop mort en 2009. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Michael Jackson, il l'a eu, Nabil. Voilà, je Ah me non, fais c'est tailler moi. par mon- Non, c'est moi qui l'ai dit. Regarde comment Ethan m'a regardé. Ethan Non. est fan de Michael Jackson comme moi. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. c'est pas Je l'ai possible. dit en premier, les gars. Non, non, Attendez, Rudy, Michael on n'est peut pas mort. réécouter- Vous avez rien on peut- compris. On peut réécouter Non, le non, replay, c'est Nabil. Non, mais t'inquiète. Alors, Non, et Nabil a juste crié plus fort, mais je l'ai dit en non, premier. non. Tiens, Moi aussi, je l'ai dit, mais bon, pas en premier. Je dis rien. Voilà. Après, pendant la pub, je sors le podcast. Je vous l'envoie. Vas-y. Oh là là. allez, dernière question. Je cherche une chanteuse, mais également actrice, mort en 1967. Grace Kelly. Non, les parapluies de Strasbourg, pardon. C'était l'autre avec. C'est un petit peu chaud, ça. Bah oui. Attends. Allez. C'est l'autre, là, En avec. 1900. Attends. C'est pas les parapluies de. 67. J'étais sûr que c'est les parapluies de Strasbourg. Si, Non, c'est les Cherbourg, parapluies. Cherbourg, mais tombé. De Strasbourg. Bah, Mais de Cherbourg, Cherbourg. c'est Cherbourg. De Cherbourg. c'est- ouais. Bah oui. Mais c'est pareil, c'est dans le même coin. Ouais, Marseille, Paris. c'est quelque Ouais, chose. bah, grosse induction en erreur, là. Ah, les parapluies de Cherbourg, exact. T'as raison. Bah oui. Ah là là. Ouais, ben faites pas les malins, trouvez-moi la bonne réponse, après on verra. Mais non, mais on l'a sur le bout de la langue. Ah oui, mais c'est pas sur le bout de la langue qu'il faut l'avoir. Je vais pas dire n'importe quoi, je dis rien. Nabil. Il se fout Françoise pas. de. Oui, Françoise de Dolrac. prénom. Ouais, Dolrac. Non, Françoise Dolrac. non, n'importe C'est quoi. François, c'est juste déjà François. C'est Françoise de Françoise son Dorac. prénom, mais Dorac, c'est pas ça. Il a dit de Morano. Non, mais attends, c'est la belle histoire d'Orléac. Voilà, Françoise Ah oui. d'Orléac, effectivement. Merci la belle histoire. Les Merci, la belle histoire. parapluies de Ah, je connais pas. Cherbourg. Non, mais attends, En je 10. suis dyslexique, donc je peux pas lire comme tout le monde. Donc moi, Allez, arrête de pleurer 5 minutes. Là, c'est la belle histoire qui m'a donné. Orléac. Ouais, ça va. Bon, je sais pas qui a gagné du coup. 2, Bah, 2, c'est 2, moi. 2-2-2-0. Sans rien, Bon, monsieur personne Bois. n'a gagné. Voilà. Et, ça se trouve, Nabil, Mais tu je peux suis la offrir, première à avoir eu les deux. Normalement, c'est moi. Nabil, tu peux offrir un point à Soraya. Eh, mais ce qui est bizarre, c'est il y a une auditrice là qui était en train d'écrire. Là, je sais pas si c'est Philippe qui a partagé. Béatrice là, a mis Soria, t'es une coquine. Ouais, c'est quoi le rapport? Oh, t'es Oh là là. Eh, on se calme sur Béatrice. Oh, Qui, là Oh, c'est Elle ma voulait Soraya, dire c'est ma copine. Ah, Donc, toi. c'est ça. Je l'ai même pas vu. Ah, c'est ta copine. Ok. Bon, Ouais, c'est ma copine. alors on a du lourd, les amis. Voilà, écoutez le programme, c'est très Soria, chaud. t'es une petite coquine. Voilà, c'était marqué. Oh là Mais là. vas-y, enfonce le truc, toi. Mais à chaque Dans un fois, instant, Répète. Taisez-vous. le- Regarde, Excusez-vous. regarde. je vous demande de vous arrêter. Ouais, Mais heureusement Dans que c'est un instant. Béatrice qui l'a dit et pas. Ah bah oui, mais moi, Soraya, Non, je comprends pas, non, je vous demande de vous arrêter. Merci. Dans un instant, Stevie Gustave. Il est candidat. On sera du côté de Brittany-sur-Orge. Tiens, c'est pas loin de chez toi, mon Rudy. Justement, ouais. Tout à fait, Ouais. juste à côté. Hein. Je suis à 10 mètres, moi, de Bretigny. Voilà. Et je suis sa campagne. Hein. Je regarde ce qu'il fait, là. Il est plutôt bien placé, là, pour le deuxième tour. On accueillera aussi Léa Bruet. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Bruet, ouais, c'est ça. Porte-parole des VTC. Parce que les VTC VTC sont en colère. Les VTC sont en colère et elle nous dira pourquoi. Ibtissam Garda, auteur du livre donc de Kaolin et de Feu, un livre qu'a lu attentivement Soraya Rachedi. Et puis à 17h30 livre de tout à l'heure, Soraya. nous serons du côté de Choisy-le-Roi avec Tonino Panetta. 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 Alors, du coup, on reçoit pas Khalid Balfoul? Non, je crois qu'il y a que Ibtissam. D'accord, ok. Ah ouais, normalement, il y a petit scène. Donc, je disais Tonino Panetta, candidat à Choisy-le-Roi. Il est en lice donc au deuxième tour face au Voilà. communiste Didier Guillaume.
qui est en difficulté dans sa ville pour sa réélection, le maire sortant. Et puis, bien entendu, on aura le temps, donc on en parlera de l'échange absolument incroyable ce matin sur le plateau de BFM TV entre Bourdin et Raoult. Ça a été violent, ça a été très chaud, et j'ai trouvé, je sais pas, on en parlera tout à l'heure, un Bourdin extrêmement frileux, très peu courageux par rapport à Myriam El Khomri, vous vous en souvenez. Là, Raoult, alors par contre, il faut aussi dire que Raoult est vraiment quelqu'un d'extrêmement arrogant. C'est pas de l'arrogance, c'est de l'arrogance. Désolé, c'est de l'arrogance. Le mec qui se dit, moi je suis le meilleur, les autres c'est de la merde. Je sais pas mais si c'est vraiment le meilleur, qu'est-ce que tu veux qu'il dise ? Faut-il encore que ce soit prouvé ? Pour l'instant, c'est pas prouvé, pardon. Mais... je pense que derrière cette arrogance, il y a autre chose, mais il dit pas tout. Ouais, peut-être. Je suis pas d'accord. Pour moi, il n'est pas arrogant. On en débattra tout à l'heure. La belle histoire qui scrute exactement ce que vous dites et ce qui va se passer dans cette émission fera une synthèse. Faites attention à vous, les gars. Ça peut vous tomber dessus. Dans un instant, juste après la pub, on accueille notre premier invité. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Non, à part ça, il fait très chaud, les amis. 35 degrés à Paris. Ah ouais. Qui a la clim chez soi ? La clim fenêtre ouverte, ouais. Ah non, laisse tomber, la clim fenêtre ouverte, c'est ouvert. Il faut fermer les volets, Rudy. C'est important. Ouais, moi, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je suis un peu dans la pénombre. Je peux te donner 2 conseils ou pas ? Donne-nous 2 conseils, parce que là, franchement, c'est insupportable. Alors, premier conseil, vous prenez un drap que vous partagez le live du LGF. Bien sûr, premièrement, vous partagez le live du LGF. Le live, pardon. Deuxièmement, vous prenez un drap mouillé que vous étendez devant votre fenêtre, parce que l'air chaud rentrant va faire évaporer l'eau, et l'évaporation de l'eau va humidifier votre pièce, et donc ça va faire descendre la température de quelques degrés. Troisièmement, vous achetez un ventilateur, vous prenez une bouteille ou plusieurs bouteilles que vous avez mis la veille dans le bac à glaçons, vous le sortez, vous la mettez dans une casserole, vous posez la bouteille dessus, et le ventilateur, en brassant l'air chaud, va faire en sorte que la bouteille va se réchauffer, évidemment, mais elle va dégager des calories d'air frais en votre direction. Et avec ces deux-là, vous prenez. Merci au coach bien-être. Merci. C'est lui. Ethan, je vous le remonte parce que M. Mamie n'entend pas nos injonctions. Il a un tout petit ordinateur qui bug. Donc, si vous voulez que le LGF puisse fonctionner pendant les vacances, parce que normalement, le 5-6, on n'est plus là, on part 3 semaines dans le sud de la France, et nous, on veut bien continuer à réaliser, mais Ethan, il faut un ordinateur. M. Mamie, si vous m'entendez, on va ouvrir une fenêtre. Ou alors, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui ont la gentillesse d'avoir un ordinateur dont ils n'ont plus besoin au moins de 4 RAM de mémoire vive, c'est ça, 4 gigas de RAM, voilà. Peu importe la marque. Ça se passe comme ça. Il doit pouvoir nous trouver ça dans les caves de la radio, il doit y avoir des trucs, non ? Il y a des dossiers compromettants. Ah oui, c'est vrai, pardon. J'en dirai pas plus. Peut-être éviter. J'en dirai pas plus, parce que Christophe Roux m'a tout à l'heure démasqué. Il a dit que j'étais un agent du Mossad. T'es un malade de dire ça à l'antenne, toi. Tu veux que je sorte tes dossiers, toi ? T'es ouf, toi. Moi, je dis enregistrement. Ah ouais, t'es fou. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire dans la vie, c'est très important. Il a dit j'étais un agent infiltré du Mossad. Non, mais Soraya, ce mec est louche. Non, mais moi, je taffe pour l'Algérie, donc faites gaffe. Voilà. Ah bon ? Quel service ? Parce qu'on est peut-être voisins. Service secret, je ne peux pas en dire plus. Ah, c'est bon, ça va. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les auditeurs ? Est-ce qu'ils sont là, Soraya ? Ah oui, ils sont là. Je crois. Attends, je vais voir. Non, mais c'est la première chose que tu vas faire, Soraya, voyons. Mais tout le monde est concerné ici. Non, mais. Alors, dis-nous. Bourdin, il a pris une déculottée. Béatrice. Alors, des salutations à tous. Raoult, c'est le patron. Les réponses au quiz, ils sont très. Raoult, c'est pas Nabil et Christophe, vous cartonnez. C'est Karim Duhavre. Ouais, il y a ça. Nabil et Christophe, vous cartonnez. Toi aussi, tu cartonnes. Karim. 35 degrés à Lyon, Béatrice, elle nous dit. Ah ouais, donnez-nous vos températures, là. 35 à Paris. Chez vous, là, il fait combien, les amis ? Oui, faites très au attention. bled, au Canada, dites-nous tout, là. Parce que je sais que ça nous suit de l'étranger aussi. La belle histoire, elle dit faites attention, je scrute tout. Béatrice, merci Philippe de tes conseils. Je t'en prie. C'est un ordinateur. Abdelwahed qui nous dit Raoult, c'est le patron. Ouais. Merci. Makleski, je me fais tailler, ça y est, ça commence. Ah bon, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit ? Malek, il a dit merci Makleski. Il y a 6. Alors, vous prenez une bouteille, vous congelez, vous la mettez sur une casserole. Cela dit, c'est loin d'être con quand même, hein, c'est bien. Merci pour les astuces. Mais c'est réel. Ouais, alors, un très grand moment de la clim portative aussi.
Entre La un clim, professeur émérite et un excellent journaliste. Ça y est, je t'ai complété. Ouais. La belle histoire, elle dit Christophe, Sami Abdeslam sera de retour à la demande. Oh, bah, dis- oh là là. Oh, merci de la belle histoire. Ah, c'est Ah, bon. LOL. La belle histoire. Si tu veux, en ce moment, j'ai pas assez de Mais là, bordel ouais. dans la radio. Continue Ouais. à me fâcher avec tout le monde. Vas-y. 33 accords. Mais pourquoi il a choisi ce prénom? De quoi? Ah, mais non, mais ouais, il fallait être là. Il te le dira tout à l'heure. Ok. Ouais, tu lui poseras Ouais. la question. S'il a envie de te répondre, il te répondra. S'il n'a pas Alors, envie. Au menu, Sami Abdeslam, Jean-Jacques Bourdin, les maires interviewés. Non. Oh Mais là non, mais là. parce qu'il faut savoir qu'il fait ça vraiment en impro, en live. Attention, hein, il va bientôt avoir la pub, fils. Ah ouais. Ah ouais, non, mais lui, Raoul, laisse il a tomber. envoyé le Bourdin à la mec- retraite. Le mec, il va tailler en plein live. Ah, mais Normal. c'est vrai qu'il a été nul. Bah, il Bourdin. imite son père, hein. Il a un très bon exemple en termes de. Il a été nul, Bourdin, ce matin, quand même. Oh, Mais il a fait trop bien. flippé, en fait. Il a flippé Ouais. de perdre son invité, c'est tout. Mais ouais. Et Par il aurait pu contre, faire le buzz. Hein. Bah, il l'a fait, Ah, d'ailleurs. pub. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Bonjour à la radio, les amis. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, le grand forum LGF avec Soraya Rachidi, avec Rudy Kazi, avec Philippe Boryaki, avec Ethan aussi à la réalisation de cette émission. Et vous, en live, on vous invite, mesdames, messieurs, à partager sur tous vos Facebook. Tout à l'heure, la belle histoire qui scrute, écoute attentivement ce qui va se passer au programme. Il nous dit qu'il y aura des interviews de maires. Ça tombe bien, c'est les municipales. Et il y aura aussi du Jean-Jacques Bourdin, apparemment. Et du Samir Abstem. Nabil, Samir Abstem est de retour dans la chronique de la belle histoire aujourd'hui. Je te le dis. Hein. On va bien se marrer. Ah ouais. Bon, Christophe, excuse-moi, juste une seconde, parce que Stevie est en train de se connecter, il va arriver. Tu sais, vous savez, c'est quoi la date d'anniversaire aujourd'hui? Ce qui s'est passé il y a un an, jour pour jour, tu as oublié dans l'éphémérite? le 25 C'est juin ça 2019. Ouais, le Ventilogate. Ah, vous vous rappelez? Ah ouais, Philippe Boryaki, vous vous rappelez ce qu'il avait fait? Il avait fait la tournée des médias avec son ventilateur. Ah ouais? Ben Ah oui, non. tu te rappelles pas? On avait parlé de lui partout, sur RTL, sur CNews, partout. Il avait acheté Moi, des j'étais pas ventilateurs encore pour dans l'école de sa l'équipe, fille. Tu tapes hashtag Ventilogate. Voilà. J'ai même fait Pascal Pro. Je me suis fait engueuler par tout le monde parce que j'avais fait Pascal Pro. Ah, t'avais fait Pascal Pro, ça, je l'ai pas vu, ça. Ouais, je te jure. Et il t'a dit quoi? Oh, vous Mais- êtes Non, mais magnifique. non, Vous je êtes vous aurais le podcast, magnifique. mais il a été encore plus loin. Il a dit j'ai appelé ça le Ventilogate. Il a dit c'est lui qui avait trouvé le nom Ah, Ventilogate. c'est lui, donc on lui doit à lui, Non. en fait. Non, c'est le journaliste du Parisien qui avait trouvé ça. Ah, d'accord, ok. Celui qui Mais avait pourquoi sorti. il t'a pas rappelé Pascal Pro dans son émission? Parce qu'après, il a vu que je m'appelais aussi Nadji. Il a dit ouais, c'est quoi cette supercherie là? Ouais. Bon, il y a Stevie qui est là. Ah, Stevie Gustave, avec nous, on est du côté de Brittany-sur-Orge. Bonjour Gustave. Bonjour monsieur Gustave. Bonjour. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Bonjour. On est à Brittany-sur-Orge. Alors pour faire connaissance avec les auditeurs qui ne connaissent pas forcément cette ville de région parisienne, combien d'habitants à Brittany? 26 000. 26 000, d'accord. C'est situé quoi, dans le sud de Paris? Sud-Essonne, oui. D'accord. Alors, Stevie Gustave, qu'a donné le premier tour? Racontez-nous. Alors, premier tour, mon adversaire principal, le maire sortant, a fait 43,23. Ouais. Les Insoumis et les communistes ont fait 12. 26. Voilà. J'ai essayé de grappouiller quelques points. Les Insoumis et les communistes ont fait 12, 11,93 pour être précis. Et la liste La République En Marche a fait 4,07 pour être toujours précis. Et j'ai fait 40,73 au premier tour. Ah oui. Donc Joli. avec une liste d'union, moi je suis à Europe Écologie Les Verts, il y a Génération Écologie, Génération S, le PS, le Parti Animaliste et Europe Écologie Les Verts, si j'ai oublié. Et du coup, est-ce que vous avez fait de nouvelles alliances pour le second tour? Oui, on a fusionné on a fait une alliance technique, on va dire, avec la liste qui a fait 11,93. Et donc ça devrait passer là. Hélas, les élections, c'est pas des additions. Donc, mais on sent que ça sent bon sur le terrain. Voilà. Ouais. Touche du bois. Alors, monsieur Gustave, le maire sortant, si vous deviez faire son bilan. Un carriériste, un opportuniste. C'est un communiste, c'est une non? personne que j'avais rencontrée. Non, il est UDI, De droite, à droite. macroniste. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes finalement entre les communistes et les LR. J'ai remarqué. Hein. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, puisque comme j'ai fait
j'ai fait une fusion technique en récupérant que 2 personnes. La liste en face, les communistes voulaient que je prenne 10 personnes. J'aurais simplement expliqué que les gens qui avaient fait ma campagne, que le temps avait changé et que j'allais pas virer des personnes qui ont posé des RTT, qui ont tracté pour faire une fusion avec les communistes. Donc, ils sont assez fâchés et en ce moment, ils sont pleins les LR. Donc, les communistes qui soutiennent les LR, on aura tout vu. Heureusement, tous les communistes ne sont pas ça. Oh là là. Écoutez, en tout cas, ils n'appellent pas à voter pour moi. Voilà. Ah non, mais franchement, ils sont. Ah, là, ils font très fort, les mecs. Franchement, je vous respecte, les gars. Alors, Stevie Gustave, candidat donc à Brittany-sur-Orge. C'est votre première élection, Stevie? Non, c'est le de naissance. Moi, je suis né à Arpajon, puisqu'il n'y avait pas de clinique encore, mais en 1970, donc il y a très longtemps, il y a 50 ans. J'ai grandi ma vie de vie. Et j'ai toujours fait pas mal de choses. J'ai monté en 2001. C'était une liste, les listes à l'époque, c'était les listes motivées. C'est la mode à Toulouse. Et j'avais fait 30 tours et je n'avais pas voulu fusionner. Au deuxième tour, j'avais fait 10,74. J'étais le seul élu de ma liste. Je me suis représenté en 2012. J'ai fait presque 17%. À l'époque où Eva Joly faisait 2,03, j'ai fait 15 points de plus que le national. C'est vraiment une ville où j'ai grandi, où les gens me connaissent, quoi. D'accord. Alors, s'il y a un truc à faire quand vous allez devenir maire, ce que je vous souhaite, Monsieur Gustave, c'est peut-être de revoir le réseau Internet. Ça n'a pas l'air brillant vers chez vous. Non, de mon côté, ça va bien. Alors, Rudy Kazi, qui habite juste à côté de chez vous, a peut-être une question à poser au candidat Stevie Gustave avec nous en direct. Candidat à Brittany-sur-Orge. Rudy. D'accord. Ouais, tout à fait. Bonjour, Monsieur Gustave. Pour me présenter, moi, je suis conseiller municipal à Saint-Germain, les Arpajons. Et on a gagné au premier tour, donc sur. Écoutez comment il se la raconte, l'autre. Non, mais non. Sur la liste de Norbert Santin, donc une liste sans étiquette. Hein, et donc, bon, je m'intéresse un peu à votre campagne et je sais que vous avez subi des attaques, notamment des attaques racistes. Ça capte pas bien. Ah, ouais, alors, vous n'entendez pas? Stevie, attends, pause, mets tout le monde. Ouais, Stevie, est-ce que tu peux juste te déconnecter, te reconnecter et te rapprocher vers quelque part où ouais, Stevie, est-ce que vous pouvez vous déconnecter, vous reconnecter? Stevie va revenir. Ok. Voilà, Stevie va revenir. Voilà. Ah ouais, non, mais il faut absolument qu'ils changent de réseau Internet chez eux. Hein. Une catastrophe. Ouais, il a subi des attaques racistes assez violentes, hein, quand même. Rudy, ah oui. allait parler. Hein. On en avait parlé à la radio. Et effectivement, chez lui, un gros tag aussi sur un mur près de chez lui. Et donc, surtout, tu vois, dans le contexte actuel, je pense que ça a une certaine résonance, tu vois, d'être attaqué en raison de ses origines, comme s'il y avait un déterminisme social qui t'empêchait d'aller plus loin que de petites ambitions politiques, quoi. Donc, il a raison, en tout cas, de se porter candidat. Et d'ailleurs, les résultats lui donnent raison, puisque il est en deuxième position, mais avec des réserves de voix, de voix plus qu'importantes, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Il y a des racistes qui se sont même, des auteurs qui se sont même introduits chez lui, si j'ai bien compris. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, c'est parti loin. Hein. Est-ce que notre ami Stevie Gustave il est de retour bientôt? Voilà. Stevie, vous nous entendez? Oui, mais ça hache de temps en temps. Là, bon, alors, Stevie, on parlait justement des attaques que vous avez subies, des attaques racistes assez gravissimes, jusqu'à des tags jusqu'à votre domicile, c'est ça? Oui, des personnes sont rentrées, il semblerait vers 4-5 heures, parce que c'est là où mon voisin a entendu la porte claquer, le portail, et on marqué des trucs fort sympathiques, qui ne m'ont pas fait rire d'ailleurs. Sale négro, tu ne seras jamais maire. Tu seras pas maire, ouais. Eh bien, la meilleure des réponses que vous pourriez leur apporter, c'est que vous soyez maire dès dimanche prochain. En fait, j'étais assez clair, hein, on va pas se mentir. Pas le fait des insultes, quand on est un homme public, on a toujours. C'est juste le fait qu'il soit rentré chez moi. Ça, c'est pas admissible. Mais j'ai gardé le tag. En fait, j'ai gardé le tag pour faire une jolie photo. Si je gagne, si j'ai la chance de gagner, je serai devant ce mur sali et j'effacerai
les négations. J'enlèverai pas et j'enlèverai sale. Et j'aurai marqué négro, tu sa mère. Vous voulez dire que ça n'a pas été effacé? Le tag n'a pas été effacé? Non, je l'ai gardé. D'accord. Non, je le garde. Ah oui, il l'a gardé au cas où il y a la victoire. Bah, bien vu. Ouais, j'espère. Alors, Soraya, peut-être une question. Bah oui, en plus, vous disiez que vous avez grandi dans cette ville, etc. Donc, on a toujours du mal à comprendre cette ambiance délétère et le racisme. Et du coup, oui, c'est incroyable. Monsieur Gustave, quelle sera la première décision forte que vous allez prendre si toutefois vous êtes élu maire le 28 juin prochain, dimanche prochain? Enfin, il faudra attendre une petite semaine, évidemment, le conseil municipal, mais quelle sera votre première grande décision pour les habitants de Brétigny-sur-Orge? La première chose que je ferai, c'est réunir tous les employés municipaux. En 2010 à 2019, 100 agents sont partis. Ils sont en burn-out, ils en ont marre, ils sont pression. Donc, je ferai un pacte de confiance avec les employés municipaux. Alors, ça coûte énormément. De quoi? De faire un pacte de confiance. Ouais. Et la deuxième chose sera de remettre les colonies de vacances en période de crise. Il y aura plein de choses à faire sur la jeunesse qui m'a suivi. Et le maire sortant, quand il est arrivé, à enlever les colonies de vacances. Il y a plein de, donc plein vous de allez les gamins remettre qui se plaignent. Ouais. Très bien. Et alors, la troisième chose, ce sera un audit. Oui. Parce que troisième chose, c'est quoi, pardon? Faire un audit. Un audit. Ah oui, un audit de la ville, forcément, pour savoir comment ont été faits les comptes, etc. Dans quel état est la ville, quoi. Hein, c'est ça. Mais justement, Rudy. Ouais, justement, le Brétigny, bon, pour m'y rendre très souvent, c'est une ville qui. Oui, Brétigny est une ville qui se développe beaucoup, qui construit beaucoup. Allô. Il n'entend pas Rudy. Bon, alors vas-y, pose ta question, Rudy, que je lui pose. Je suis plus là. Voilà. Ok, ouais, donc ma question, c'est comme Brétigny est une ville qui se développe beaucoup de construction, etc. Qu'est-ce que lui, il compte faire pour faire revenir des entreprises? Parce que ça construit surtout beaucoup de bâtiments, mais les entreprises. Monsieur Gustave, comment comptez-vous faire revenir les entreprises du côté de Brétigny? Attendez, je m'ouvre le micro. Ok. Non, Stevie est sorti. On va essayer de l'appeler. On voit le numéro à Nabil. Ça sera plus simple. Ça. Voilà. Allez, Nabil, on va t'envoyer un numéro de téléphone, s'il te plaît, on peut finir au téléphone. Voilà, parce qu'on a notre prochain invité, il ne faut pas qu'on se loupe. Hein. On a un timing hyper serré. Donc, il faut qu'on se loupe pas, les amis. Voilà, c'est important. Donc, le temps que nos techniciens s'échangent le numéro de téléphone, puissent appeler Stevie, Gustave avec nous, candidat à Brétigny-sur-Orge. Vous l'avez compris, il a subi des attaques racistes chez lui, sur son mur. Ils sont rentrés dans la cour de son domicile. Et donc, il est fort bien placé pour dimanche. Il est reconnecté. Et on apprend terrible que les communistes préfèrent appeler à voter LR que Stevie Gustave. Il n'y a rien de surprenant. Hein. Bah, quand même. Oui, c'est communiste. C'est plus compliqué que ça. Il dit, ils n'appellent pas à voter ouvertement, mais ils n'appellent pas à voter pour nous, quoi. Voilà. Mais ils avaient soutenu Sabrina Nouri, non, les communistes. Oui, mais sauf que comme j'ai pas voulu leur donner les places, c'est juste pour ça. Dès le début, les communistes, et pourtant, moi, je les connais depuis 83. La première fois que j'ai entendu entendu parler d'un des responsables, c'était en 83. Donc, j'avais 13 ans. Alors, monsieur Gustave, deux questions pour finir. Comment comptez-vous faire revenir les entreprises à Brétigny qui ont quelque peu un peu déserté la ville? Quel est votre programme pour les faire revenir? Et la deuxième question, pourquoi ce dimanche 28 juin, il faut voter, glisser le bulletin Stevie Gustave dans l'urne? Les entreprises n'ont pas quitté la ville. Bien au contraire, ils sont là. On a Amazon, bon, même si c'est pas mon premier choix, mais il y a Amazon qui est là. Il y a Kinépolis. Ils viennent d'arriver. Il y a pas mal. Ils viennent d'arriver. Donc les entreprises sont là. Elles sont sur la ville. C'est quelle entreprise on prend. Moi, je veux des entreprises équitables. Je suis un écologiste, donc je veux qu'il y ait un travail, bien sûr, du travail pour tous, mais de qualité, pas des petits emplois, pas des emplois précaires. Donc, comment faire? Brétigny est une ville attractive. Elle est entre ville et campagne. Il y a le RER qui est là, qui est bien placé. C'est à une demi-heure de Paris, 25 minutes en RER. Il y a tout à faire sur Brétigny.
Et il y a une belle jeunesse, c'est une ville jeune. Donc, il y a énormément de choses à faire, mais bien les faire. Voilà. Et pourquoi il faut vous... voter Monsieur Gustave, Stevie Gustave, ce dimanche 28 juin? Pourquoi il faut glisser le bulletin dans l'urne Stevie Gustave ce dimanche 28 juin à Bretigny? Alors c'est pas que le bulletin Stevie Gustave. C'est pourquoi il faut voter pour la liste avant tout. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui, c'est des gens qui ont œuvré pendant des années sur la ville. Moi, je suis fier d'avoir cette équipe. C'est des gens de tous les quartiers. C'est le visage de la France qu'on aime. Et c'est pour toutes ces personnes que je me bats depuis bientôt 34 ans, parce que j'étais associé avant de faire de la politique. Et pourquoi voter pour cette liste Bretigny avant tout, donc pour Stevie? Tout simplement parce qu'on incarne le visage d'une France que d'autres personnes ne voudraient pas qu'on incarne. Tout simplement parce qu'on a le meilleur projet, parce qu'on a un projet humain, logique, solidaire, innovant, et parce qu'on va faire les choses. On n'a aucune promesse, mais on va faire les choses. Et on l'a toujours fait. Voilà. Merci Stevie Gustave en tout cas, et bon courage, bonne chance pour dimanche. Et la meilleure des réponses que vous pourriez apporter à ceux qui ont tagué des saloperies sur votre mur, c'est de gagner dimanche. Voilà. Merci Stevie, merci beaucoup. Je vais essayer de gagner une coupe à la maison et j'irai voir mon ami de Arpajon. Avec grand plaisir. Voilà. On fera la fête. Nous sommes le visage de cette France. Il faut le dire. Et une dernière question. Si ça ne marche pas, si on joue pour gagner, et je sens qu'on peut gagner, mais si ça ne marche pas, c'est pas grave. Je serai un marchepied pour une autre génération. Vraiment de chez moi, ils disent génial parce qu'il y a un mec qui a des dreadlocks jusqu'aux fesses, à qui on donne des propos racistes. Si lui a pu le faire, nous. Donc voilà, nous sommes peut-être des marchepieds pour notre génération. Nous sommes la France. Et on n'est pas la France de demain, on est la France d'aujourd'hui. Voilà. Merci. Et merci à vous. Merci beaucoup, Stevie. À bientôt. Merci. Et on ne manquera pas de se tenir au courant lundi prochain. Hein, bien entendu, parce qu'on aime bien suivre ce qui va se passer. On sera du côté de Choisy-le-Roi tout à l'heure, les amis, côté municipal, avec Tonino Panetta, qui sera avec nous. Il est candidat, lui, à Choisy-le-Roi, face au Coco, justement, à Choisy-le-Roi. Est-ce que Léa est arrivée? Oui, bien évidemment. Léa Buet, bonjour. Oui, je suis là. Bonjour, bienvenue en direct dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Vous êtes porte-parole des VTC Louvre, c'est ça? Collectif. Alors, collectif. Je fais partie du collectif VTC Rivoli. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les VTC sont encore en colère? Non? Oui, Léa. Alors, pourquoi les VTC sont en colère à nouveau? Alors, à nouveau, moi, je suis quelqu'un qui me suis rallié. Je travaille dans ce métier depuis 4 ans. Ouais. Je me suis ralliée aujourd'hui à aucun syndicat et à aucune manifestation qui avait lieu et je faisais mon travail comme tout le monde. Malheureusement, aujourd'hui, la réalité, c'est pas qu'on est en colère. En fait, on est en fin de vie. Faut dire les choses comme elles sont. C'est que actuellement, on se retrouve avec de nombreuses voies fermées et avec une politique d'Hidalgo anti-VTC. C'est pas une politique pro-écolo comme elle souhaite l'indiquer, parce que moi-même, je suis écologiste. Donc, je roule aussi en véhicule électrique, ainsi que beaucoup de collègues, on s'est mis sur de l'hybride. C'est vraiment une volonté aujourd'hui de bloquer le milieu des VTC. Et là, la réalité des faits, c'est qu'on se retrouve, certains ont déjà mis la clé sous la porte. Et ce n'est pas à cause du coronavirus, c'est à cause de l'impossibilité aujourd'hui de pouvoir travailler correctement. On va dire ce qui se passe, clairement, pour ce qui est de la rue de Rivoli, si je ne dis pas de bêtises. Elle vous sera interdite alors qu'elle sera autorisée au taxi, c'est ça? Alors, je vais pas dire elle nous est interdite. D'accord, d'ores et déjà. Voilà, elle nous est interdite en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Madame Hidalgo a souhaité, suite au confinement et pour des raisons apparemment sanitaires, amener beaucoup plus de pistes cyclables. Et ce que je comprends et ce que j'entends, effectivement, il y a trop de véhicules aujourd'hui sur Paris et trop de pollution, c'est une certitude. Maintenant, aujourd'hui, la réalité des faits, c'est que elle a fermé les voies. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est que les chauffeurs VTC aujourd'hui roulent sur les routes comme tout un chacun qui a un véhicule personnel, malgré qu'on soit des professionnels qui
qui, malgré ce qu'elle a souhaité dire sur BFM en direct, nous sommes des professionnels, nous sommes formés, nous avons une licence, nous avons même le même numéro APE, nous sommes rattachés au T3P, donc c'est les transports publics français, donc rattachés au même ministère. Donc voilà, ce sont toutes ces raisons aujourd'hui, malgré qu'on ait, je dirais, les mêmes devoirs, nous ne pouvons plus exercer notre profession. Donc la rue de Rivoli nous est interdite. Nous nous sommes retrouvés, moi je me suis retrouvée avec un client sur cette rue de Rivoli, c'était début mai, et j'ai dû faire descendre mon client parce qu'on a été arrêté par la police municipale. Hein. C'est pas la police nationale, donc c'est vraiment la police municipale qui m'a arrêté pour me dire que je ne pouvais pas prendre la seule voie qui reste, c'est une voie de bus. Et Madame Hidalgo, dans un premier temps, avait dit qu'elle ouvrait les voies de bus. C'est quand même gravissime. C'est quand même gravissime d'entendre ça. Vous avez donc les bah taxis, oui, puis, vous savez, la rue de Rivoli, c'est qu'un début. C'est un ancrage. Hein. C'est un ancrage. Ce n'est que le début. Ils ne peuvent pas emprunter cette rue de Rivoli à Paris. C'est absolument. Et quel est l'argument? L'argument de Madame Hidalgo, c'est de dire qu'elle est dans l'obligation aujourd'hui d'amener des rues piétonnes et des pistes cyclables pour donc elle le fasse modifier les transports. Ça, c'est l'argument de Madame Hidalgo. Veuillez m'excuser. L'argument aujourd'hui de Madame Hidalgo, c'est de vouloir dire il faut modifier nos moyens de transport à Paris. Donc ça, effectivement. Aujourd'hui, elle dit que la voie de bus ne dépend pas d'elle. Pourtant, je tiens à dire qu'elle a fait une note interne et qu'elle l'a donnée à l'ensemble des personnes qui travaillent pour la mairie de Paris, où à la base, dans cette note, c'était noté que, au tout début, dans leur article de loi, c'était noté que la voie de bus pouvait être empruntée. C'est-à-dire que quand on n'a plus de voie, je dirais, pour les particuliers, nous pouvions, en tant qu'artisans, vu qu'on est rattaché à la CMA, pouvoir emprunter cette voie de bus. Donc, nous sommes partis, nous, en se disant, bon, c'est pas un problème. On sait qu'il y aura plus de véhicules particuliers, mais effectivement, en tant qu'artisan, on va pouvoir emprunter cette voie de bus. La réalité, c'est qu'on a été arrêté par la police municipale aujourd'hui pour nous expliquant qu'on ne pouvait pas l'emprunter. Donc au début, on comprenait pas et on a réussi, avec nos contacts en interne, à se récupérer un document qui était donné à toutes les personnes où c'est marqué ASP qui travaillent pour la mairie pour la circulation. Et dans ce document, il y avait marqué tout artisan sauf VTC. Donc c'est une réelle discrimination et une volonté de la part de Madame Hidalgo de nous empêcher de travailler correctement. Il faut savoir que cet axe de Rivoli, c'est un axe prépondérant aujourd'hui pour les hôtels, pour les grands hôtels, pour l'accès au Louvre, pour l'accès aujourd'hui au 1er, au 2e, au 3e, au 4e arrondissement, pour pouvoir traverser Paris. C'est l'un des seuls qui nous reste parce qu'on a déjà les quais qui sont fermés. Aujourd'hui, c'est la voie de Rivoli. Maintenant, les mêmes trajets pour faire Bastille, Charles de Gaulle Étoile, on va prendre 3 fois plus de temps. Donc, nous ne sommes plus rentables. Nous ne sommes plus dans un schéma de concurrence égalitaire. Nous sommes arrivés dans quelque chose qui souhaite nous éradiquer totalement. Est-ce qu'il y a une réaction gouvernementale? Vous avez saisi le ministre en question. Que dit-il? Alors, malheureusement, aujourd'hui, je dirais, elle a bien étudié son sujet, mais c'est très malvenu aujourd'hui pour l'État. L'État et le gouvernement, comme vous le savez, fait partie d'un autre bord politique. Nous sommes à quelques jours des élections municipales qui vont avoir lieu ce dimanche. Et si l'État aujourd'hui se charge du projet ou ce serait vu comme un affront. Nous sommes dans une démocratie, donc je pense qu'aujourd'hui, ils nous ont entendus, ils le savent très bien, que nous avons envoyé des lettres à nombreuses reprises, nous avons même demandé au préfet, le préfet a donné un avis défavorable à Madame Hidalgo pour tout ce qu'elle est en train de faire ici, mais malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont pas encore, je dirais, actifs et ne nous ont pas encore accompagnés, tout simplement parce que pendant les élections qui vont avoir lieu ce dimanche, ils vont laisser passer les élections et je pense que ce ne sera qu'après qu'ils pourront nous accompagner. Est-ce que c'est pas les écolos, est-ce que c'est pas les écologistes de la mairie de Paris qui sont un peu extrémistes sur les bords? Quand on voit que Madame Hidalgo veut réduire la vitesse. Non. Attendez, laissez-moi. Non, vous savez, Monsieur Béliard s'est rattaché à Madame Hidalgo, je tiens à le dire. Monsieur Béliard s'est rattaché à Madame Hidalgo. Elle s'est rattachée à Madame Hidalgo alors qu'elle avait déjà commencé cette politique. Il y a déjà différentes rues qui ont été fermées. Et on parle de la rue de Rivoli, mais là, il faut être bien d'accord que ce n'est pas la rue de Rivoli. Ce sont tous les axes pour rentrer dans Paris. C'est-à-dire tous les axes. Et nous, on a une grosse clientèle, les VTC, on a une grosse clientèle aussi aux alentours de Paris. La clientèle qui vient de l'extérieur, de l'Île-de-France ou du Grand Paris et qui rentre dans Paris pour travailler, pour faire ses courses, pour prendre le train, pour prendre, enfin voilà.
Donc, on ne peut plus rentrer dans Paris correctement. Aujourd'hui, on a tous les axes, que ce soit Saint-Ouen, que ce soit la porte de Clichy, et au fur et à mesure, et chaque jour, quand on se réveille, ou un collègue nous envoie et c'est une nouvelle rue qui se ferme. Chaque nuit, actuellement, on ferme des rues et on met des voies de cyclistes. Alors moi, ça me dérange pas en soi qu'on souhaite interdire les véhicules particuliers et je le comprends parce que ça concentre de nombreux bouchons. Par contre, ce qui me dérange totalement, c'est qu'on a été reçu à la mairie de Paris ce lundi. On a été reçu par monsieur Nadvotsky, qui est responsable, chargé des transports. Et ce monsieur qui nous a reçus pendant 1h30 n'avait aucune réponse à nous donner. Aucune solution. Il nous a même demandé, mais je suis là pour parler avec vous, quelle solution vous avez à nous donner. Mais ce n'est pas à nous de faire le travail des politiques. Nous, on fait notre travail. Donc, désolé du terme, mais je trouve qu'on se moque de nous. Non, mais allez-y, on se fout de votre gueule, carrément. non mais allez-y Léa, franchement. Mais oui, Léa, clairement, pardon, il faut qu'on aille vite. On se moque de nous et c'est fou parce qu'on ne parle pas de nous assez pour pouvoir parler de. Alors Léa, juste en un mot s'il vous plaît avant la pub parce que temps très très imparti, très réduit. Quelles sont vos démarches pour justement dénoncer cette discrimination? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Quelles sont les mobilisations en cours? On s'est mobilisé lundi dernier sur la mairie. Hier, on a bloqué. On souhaitait la bloquer pour son direct à BFM pour l'obliger à se confronter parce que Madame Hidalgo a le temps de prendre des photos avec des taxis et de se mettre en vidéo avec des taxis, aller dans les lieux des formations des taxis, malgré qu'elle dit jusqu'ici, elle disait qu'elle privilégiait personne. Bougez pas, Léa, bougez pas, je lance la pub. Je suis obligé de lancer la pub. Voilà, tout de suite, on est de retour très vite. Pub, les amis, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Vous pouvez encore le faire, la bloquer, parce que je crois que c'est ce soir. Le débat a été reporté à ce soir pour Anne Hidalgo. Je dis ça, je dis rien. Il parle. Il y a un débat de prévu ce soir qui devait avoir lieu hier soir, qui a été repoussé à ce soir, si j'ai bien compris. Donc il y a peut-être un coup à faire là, Léa. On verra si on est là. Il y a des choses pour lesquelles il faut prendre le temps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas de droit de manifestation comme on le souhaite. On prend des risques à chaque fois qu'on va dans la rue. On prend des risques pour notre permis de conduire. On est dans une situation extrême. Moi, personnellement, je suis à 2 mois. Dans 2 mois, je vais mettre la clé sous la porte. Je vais me mettre en faillite alors que ma société vient d'être ouverte. D'autres collègues à moi sont déjà sur cette démarche-là. Donc, on peut pas non plus se permettre de manifester comme on le souhaite ou de bloquer comme on le souhaite parce qu'après, on se retrouve avec nombreuses amendes. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui est réglée par des caméras à tous les coins de rue. Donc, si demain on fait des manifestations, il faut que ce soit bien encadré, sinon on se retrouverait avec de nombreuses amendes. Et ça, on peut pas se le permettre. On n'en a pas les moyens. Vous avez plus rien à perdre. Il faut y aller maintenant. Il faut se mobiliser. Il faut bloquer. Je suis d'accord. On n'a plus rien à perdre, mais on n'a plus rien à perdre. On est en train de se mobiliser. C'est en train d'avancer. Aujourd'hui, notre collectif, c'est plus de 400 personnes. Il y a différents syndicats qui travaillent avec nous. Le SCP, l'Association des VTC de France. Donc, on arrive à, je dirais, regrouper de nombreuses personnes. C'est quelque chose qui se fait doucement, mais sûrement. Et on essaye aussi d'amener les VTC à prendre conscience et de se dire, arrêtez de travailler pour 2 heures ou 3 heures pour payer seulement vos charges et penser à votre avenir. Mais voilà, ça va être un travail de longue haleine. Vous savez, on va pas du jour au lendemain réussir à avoir. Vous avez le soutien des taxis, Léa? Je pense qu'on va devoir y aller sur du long terme. Est-ce que vous avez le soutien des taxis? Vous savez, j'ai eu des messages, on m'a forwardé des messages aujourd'hui de menaces des taxis. Alors moi, personnellement, je n'ai peur de rien. Donc, au-delà de ne pas avoir le soutien des taxis, il y a des menaces en interne pour dire qu'on s'occupera de moi parce que j'ai pris trop la part. Apparemment, ça a commencé. On a perdu Léa. Elle a dit qu'elle prenait trop la parole et juste au moment où elle dit ça, la parole lui. C'est un truc de fou, mais il se passe des trucs bizarres quand même. Philippe. Mais le problème, c'est pas une question d'écologie. Le problème, c'est le monopole des taxis à Paris, en région parisienne, qui fait qu'il y a ce combat. En fait, les taxis, en fait, ils veulent pas partager le terrain. C'est ça le souci en réalité. Pas partager le gâteau. Vas-y, lâche-le le mot, Rudy. Lâche-le.
Oui, non, mais c'est ça. Il y a une concurrence sur le terrain. Les taxis sont là depuis plus longtemps. Et ils ont peur en fait d'une concurrence. Et en plus, le truc de Uber, c'est que c'est la facilité, enfin entre guillemets, hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est la facilité pour rentrer dans ce business de chauffeur à la demande. Donc c'est ça. Et puis aussi, il y a d'autres problèmes par rapport à Uber, alors que pourtant c'est quelque chose d'encourageant, notamment pour une jeunesse qui a besoin d'être dans l'entrepreneuriat, etc. Tout ça est encourageant. Mais il y a quand même d'autres soucis derrière qui sont plus liés à une philosophie économique que Uber en fait a démocratisé, ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, cette capacité en fait à passer via des plateformes en fait sans intermédiaire et donc à sucrer les parts de marché à des gens qui bossent tu penses sans oublier les scandales d'agression sexuelle qui ont explosé en 2019 autour des chauffeurs Uber et pour lesquels il y a des enquêtes qui n'ont pas toujours été finalisées. Hein. C'est quand même un sujet. Hein. Ouais, en fait, il faut une réglementation des VTC, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai l'impression que tu disais que les taxis ne veulent pas partager le gâteau. Et moi, j'ai l'impression que c'est de la prérogative de l'État, de savoir partager le gâteau. Tu vois. Et là, tu vois qu'il y a plus une. Elle est là ou pas? Moi, je t'entends. Philippe, juste Soraya termine. Oui. Ouais, j'ai perdu le fil de ma phrase. Voilà, merci. Bah oui, donc ça ne va pas être vraiment important alors. Non, en tout cas, Léa est revenue. Merci. Ouais, d'accord. Bah, tu vois, ce que c'est d'être coupé tout le temps. Hein non, arrête, tu parlais pas. Je ne parlais pas. C'était mon temps de parole, d'accord. Léa, il y a une chose étrange qui vient de se produire. Léa, il y a une chose étrange qui vient de se produire. Au moment où vous nous dites que vous êtes menacé, que vous preniez trop la parole, hop, ça a coupé. C'est étrange, Léa. Je dis ça, je dis rien. Il y a des agents parmi nous. Il y a des agents parmi nous. L'homme tu peux lui répéter ce que je t'ai dit. Il y a des choses. Tu peux lui répéter ce que je t'ai dit, Christophe? Est-ce que... Non, ce que je disais. Attendez, pub. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Oui, je suis désolée. On est de retour à la radio, les amis, sur France Maghreb 2. Léa, 2 secondes. On est de retour à la radio, la pub étant terminée. Léa est toujours avec nous. On parle des VTC qui sont en colère et ils ont de quoi. On rappelle quand même, Léa nous explique qu'aujourd'hui, la rue de Rivoli, et ce n'est qu'un début, leur est totalement interdite. Il s'agit de la discrimination. Les taxis, eux, peuvent l'emprunter. Les VTC, non. On veut la mort des VTC qui, Anne Hidalgo, visiblement, la candidate à la mairie de Paris, a sa propre succession et qui d'ailleurs veut faire aussi d'autres choses, à la limite baisser la limitation de vitesse du périphérique à 50 km/h, y mettre des passages piétons, réduire la vitesse à Paris à 30 km/h et d'ici 2024, plus de voitures diesel. Madame Hidalgo, franchement, si avec ça vous arrivez à passer, je pense que les Parisiens n'ont absolument rien compris de ce qui va leur arriver. Rudy. Et à terme, l'entrée payante dans Paris aussi, comme à Londres. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment le rêve. Alors, question rapide. Question rapide à Léa, Rudy et Soraya, s'il vous plaît. Ouais, rapidement, Léa, est-ce que le problème est autre en fait que la question écologique, parce qu'il y a des véhicules hybrides chez les VTC, il y en a aussi chez les taxis, il y a des taxis qui polluent aussi avec des moteurs plus polluants. Est-ce que le problème c'est pas toujours cette dissension entre les taxis qui veulent garder leur entre guillemets leur monopole sur Paris et les VTC qui veulent prendre cette part de marché, mais via ce phénomène d'ubérisation de la société qui fait un peu peur à tout le monde parce qu'elle gomme les intermédiaires en réalité, et aussi ce problème qui explose avec les agressions sexuelles pour lesquelles on n'a pas encore de vraies solutions. Est-ce que tout ça, c'est pas une crainte qui peut être justifiée pour Anne Hidalgo, quoi? Léa? Bon, alors ça, c'est un faux problème parce que c'est un faux problème parce que je pense que malheureusement des personnes mal intentionnées et des violeurs, il y en a dans tous les métiers. Ça, c'est mais quand même, une du réalité. Côté de Uber, chez les taxis, on n'a pas ce phénomène-là. On laisse finir. Allez-y, Léa. Je pense qu'il y en a eu dans différents pays. Maintenant, c'est au moment où les choses s'en parlent, que ce soit dans les taxis, dans les VTC, dans différents métiers. Je suis ancienne sportive de haut niveau. C'est aussi dans les fédérations, c'est aussi dans tous les milieux. Donc, pour moi, ça, c'est un faux sujet. La problématique aujourd'hui, il faut bien faire une différence. Uber n'est pas un VTC. Uber est un apporteur d'affaires. Uber est un apporteur d'affaires. Uber a carrément développé un système économique, l'ubérisation. Voilà, aujourd'hui, qui s'est défalqué dans plusieurs structures. Mais les VTC existent, et les premiers VTC et l'histoire des VTC existent depuis le XVIIe siècle. Nous existions avant les taxis. Voilà, ça, c'est une réalité.
Aujourd'hui, les VTC, ce n'est pas que l'Uber. Les VTC, aujourd'hui, c'est aussi l'ancienne, ce qu'on appelait la grande remise. Ce sont nous qui allons sur les événements. Ce sont nous qui travaillons, par exemple, sur la Fashion Week. Ce sont nous qui travaillons aujourd'hui quand on travaille avec des grands hôtels. On travaille aujourd'hui avec des diplomates. Ils ne vont pas dans des taxis, ces gens-là. Donc, effectivement, il y a le développement, le déploiement par l'ubérisation fut un problème. Mais est-ce qu'il faut taper sur 30 000 VTC qui font leur travail ou est-ce qu'il faut demander à l'État de réglementer au mieux notre profession pour éviter que demain, s'il y a un débordement? C'est ça ma question. Donc, à un moment donné, chacun prenne ses responsabilités. Pas le problème alors. Donc aujourd'hui, attendez, parlez-moi. Aujourd'hui, Anne Hidalgo prend une excuse. Il faut savoir que Anne Hidalgo a anciennement, le PS a des intérêts avec G7. G7 a 50% des licences de taxi. Aujourd'hui, la licence de taxi était montée à peu près à 240 000 € avant qu'on arrive. Quand Uber est arrivé, la licence est descendue. Pourquoi cette licence de taxi aujourd'hui est arrivée à 240 000 €? Est-ce un problème? Est-ce que c'est le problème des VTC ou c'est parce qu'avant on a fructifié de l'argent en voulant réduire le déploiement des licences de taxi? C'est ces questions-là qu'il faut se poser, je pense. Il faut arrêter de vouloir taper sur Uber ou autre. Il faut réglementer. Il faut aussi arrêter de vouloir. C'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, c'est une question d'intérêt. Aujourd'hui, les taxis accompagnent la campagne d'Anne Hidalgo. Voilà pourquoi aujourd'hui, elle s'appuie sur les taxis, parce qu'ils accompagnent sa campagne. C'est pour ça que j'avais introduit mon propos de la sorte, c'est parce qu'effectivement, il y a ce précaré que les taximans veulent conserver. Voilà. J'ai une question rapide parce que on a Epticen qui est arrivé. Léa, est-ce que le vrai problème n'est pas le numerus clausus sur la licence de taxi? Je tiens à rappeler, cette licence de taxi est censée être gratuite en se lavant sous le manteau. En se lavant sous le manteau, et ça, c'est complètement illégal. À la base, la licence de taxi nous est amenée par la préfecture. Il y a eu le choix de pas développer, et ce sont les syndicats de taxi qui ont refusé qu'on augmente le nombre de licences de taxi, malgré que la demande et la clientèle étaient présentes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Uber a des mauvais côtés, mais pour beaucoup, moi personnellement, j'habite en banlieue, et on va se dire la vérité. Je suis blanche, je suis une femme, donc j'avais plus de chances qu'on me prenne. Mais la réalité, c'est que beaucoup qui habitent en banlieue, nombreux se sont retrouvés à se dire c'est pas mon chemin, c'est trop loin, est-ce que vous n'avez pas de l'espèce? Ce sont ces problématiques-là qu'avaient les taxis auparavant. Donc la concurrence a permis d'augmenter, je dirais, et d'améliorer les taxis et aujourd'hui le service qu'ils apportent à leur clientèle. Maintenant, il y a de la clientèle pour tout le monde. Il y a de la clientèle pour tout le monde à Paris. Si aujourd'hui, je pense que le numerus clausus est un problème, ils devraient développer. Moi, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de VTC qui ont la licence taxi, enfin, qui ont la carte de taxi, qui ont le permis de taxi. Il faut savoir aussi que Madame Hidalgo nous a dit qu'on n'était pas formés. 90% de notre formation avec les taxis est exactement la même. Exactement la même. Bon, donc, alors, Léa, merci beaucoup en tout cas d'être venue nous expliquer la problématique des VTC. Merci à vous. En particulier les VTC de Paris. On comprend la situation terrible. On suivra vos mobilisations. Bravo, c'est bien Rudy, je te félicite. Léa, on suivra donc ce qui va se passer. L'antenne vous est ouverte pour annoncer des mobilisations. Et je vous répète, ce soir, Anne Hidalgo doit aller à BFM pour un débat. Donc, voilà. Je vous remercie Nordine pour l'information. Voilà. Je vous remercie Christophe pour l'information. Christophe, tu veux Rudy, effectivement, Qu'est-ce qu'il y a, Rudy? Rudy, juste effectivement, je roule en voiture électrique. J'ai une Tesla, donc j'étais plutôt pro écolo. Ah ouais, je suis en voiture électrique avec une Tesla, mais je suis obligé de rester et faire du surplace. Voilà. C'est la vérité. L'inventeur du réseau électronique aux États-Unis, Tesla. Ouais. Philippe, tu voulais dire un dernier mot? Ouais, un dernier mot. Léa, n'hésite pas à nous informer des actions qui pourraient être menées pour qu'on puisse, si on peut, les couvrir. Pour Yaki se rend sur place, il va vous couvrir ça, vous allez voir. On sera à la maison de la radio ce soir. En tout cas, mille merci de nous donner l'antenne et de parler de nous. Ça fait plaisir parce que ça fait un mois qu'on essaye de communiquer et c'est assez compliqué dans ce, je dirais, schéma social actuel avec le coronavirus de trouver un espace pour notre problématique. Vous êtes chez vous, comme les taxis aussi sont chez eux. Parce que moi, je ne me fâche avec personne. Hein.
Vous connaissez. En tout cas, merci beaucoup, ma chère Léa. Surtout qu'il n'y a pas de concurrence, quoi. Non, il n'y a pas de concurrence. À bientôt, Léa. Avec la bagarre qu'il y a eu en 2015, hein, ça avait chauffé. Hein. Ah ouais, c'était chaud. Hein. Ah ouais, c'était très chaud. Bon. Non, mais en fait, c'était un problème. Alors, merci Léa, à bientôt. 17h03, vous êtes bien sur France Maghreb 2. Rudy Kazi, Soraya Rachedi, Philippe Boyaki. Et Ibtissem Guerra. Et Ibtissem Guerra. Bonjour Ibtissem. Garda. Ouais. C'est lui qui me raconte des conneries. Ibtissem Garda est avec nous. Auteur bonjour à toute l'équipe. Du livre Kaolin et de Feu. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir, cher Ibtissem. Alors, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas eu le temps de terminer votre livre. Par contre, Soraya Rachedi, chroniqueuse ici présente, l'a avalé d'une seule traite, ou presque. Elle a compris. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a deux personnages importants dans ce livre. Il y a Taleb et Tasnim. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que c'est comment d'abord est venu, moi c'est là ma première question, comment vous est venue l'idée de faire un livre autour des génies, autour des genoun Quel est l'intérêt? En fait, c'est vrai que c'est une idée qui trottait dans ma tête et aussi parallèlement dans la tête de mon co-auteur Khalid Balfoul. Oui, qu'on salue. Donc ça fait vraiment ça fait plus de 10 ans qu'en fait j'ai cette idée dans la tête et comme je viens du cinéma, j'écris des scénarios, donc j'étais un peu formatée sur l'écriture de scénarios et forcément il y a de l'autocensure parce qu'on se dit c'est du fantastique, ça va être compliqué à faire en film. Et à un moment, je me dis mais il faut le faire en roman. Et c'est un sujet moi qui m'a toujours intéressée parce que voilà, moi je suis issue je suis originaire du Maroc. Je pense que dans tout le monde arabe, puis même dans l'Afrique en général, on est bercé d'histoires comme ça, de contes. Moi, quand j'étais petite, ma grand-mère me racontait des contes sur les genoun le soir et quand on allait se coucher. Et en même temps, j'étais dans un endroit où j'étais bien et apaisée parce que j'étais avec la famille. Et en même temps, ça faisait frissonner, ça faisait peur. Du coup, j'ai été nourrie de ces histoires-là. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on a. Enfin, je suis issue d'une culture où ces croyances, elles sont quand même assez importantes. C'est vrai. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, qui m'a toujours accompagnée et que j'avais envie de traiter, quoi. Alors, Soraya Rachedi qui a lu le livre et qui va donc vous poser des questions en rapport à ce qu'elle a lu. Je sais qu'elle a aimé. Soraya, t'as aimé le livre? Soraya? Oui, je suis là. J'étais en backstage. Voilà, merci Soraya. Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Alors, Soraya, tu as aimé le livre ou pas? Ben oui, franchement, je l'ai aimé. Si je l'ai lu aussi rapidement et aussi facilement, c'est que je l'ai aimé, qu'il était bien écrit, qu'il était fluide. Alors, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est du coup la superposition des deux histoires, en fait. Donc, d'un côté, on raconte l'histoire de Taleb, de l'autre de Tasnim. C'est un peu perturbant, si je peux me permettre. Quand tu en fait, moi, j'ai aimé. En fait, ça m'a rappelé, pour la référence, ça m'a rappelé le style d'écriture de Soufi Mon Amour. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une sorte de superposition d'histoires comme ça qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais au final, qui est très lié. Donc, à la fin du livre, donc, il me semble qu'au début, j'ai lu première partie, donc j'imagine qu'il y a une suite, parce que j'avoue être restée un peu sur ma faim. Et surtout, la dernière phrase, bon, je ne vais pas spoiler aux auditeurs, mais la dernière phrase, en fait, j'ai fermé le livre, j'étais hyper perplexe. Je me dis, mais ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, cette petite dent. Et donc, j'ai dû refaire le livre pour retrouver le passage. Donc, en fait, c'est ça, on est accroché et j'ai vu, en fait, j'ai pas mal de remarques. Donc, déjà, le narrateur. Donc, on se demande qui est le narrateur. Parce qu'il en sait davantage que les personnages, mais il ne sait pas tout. Donc, c'est pas un narrateur sachant. Donc, il y a cette question que je me posais. Ça fait un style ancien, mais moderne à la fois. Donc, c'est un peu le style de... Quand je le lisais, j'avais l'impression de lire un peu les 1001 nuits, vous savez, mais avec une touche moderne, parce qu'on parle de camions, de ceci, de cela, donc on sent que c'est moderne. On comprend que c'est au Maroc, donc vous parlez de l'Atlas. Il y a des villes, il y a beaucoup de symbolique dans les villes. Et à un moment donné, il y a la ville d'Amset, je crois. En faisant quelques recherches, on se rend compte que c'est le nom d'un génie anthropomorphe de la mythologie égyptienne. Donc, en fait, j'ai trouvé qu'il était assez bien construit, assez bien ficelé. Et voilà, j'ai hâte de lire la suite, s'il y en a une. J'imagine qu'il y en a une.
Est-ce qu'il y a une suite de prévu, les petits Sam? On peut pas faire ça au lecteur parce que là, clairement, il y a un cliffhanger à la fin avec un suspense quand même. Et voilà, on se doit de faire un tome 2. C'était prévu en tout cas. Bon, ben, j'espère. On pourrait expliquer ce que c'est qu'un cliffhanger pour notre ami Christophe qui peut-être ne connaît pas. Un cliffhanger. Bonne remarque, les bonnes seules. Un cliffhanger, en général, dans les séries. Un cliffhanger, ouais. Un cliffhanger, c'est ce moment. C'est une fin tonitruante. Voilà, c'est à la fin pour maintenir le spectateur en haleine pour qu'il revienne à l'épisode suivant. Donc, ouais, c'est du teasing. En général, c'est sur. Ouais, en fait, c'est surtout sur le dernier épisode, en fait, de la saison en général. Exactement. Compris. C'est ça. Du coup, vous n'êtes pas resté dans la croyance, parce qu'on sent beaucoup l'influence maghrébine. Hein. Même moi, quand vous parliez d'histoire le soir, etc., ça m'a vachement parlé. C'est exactement à ça que ça fait référence. Ouais, mais toi, tu es une famille de sorciers aussi, Soraya. Non, je suis plutôt les défenseurs de la brèche. Référence à l'Ibtissam. Vous savez, on va avoir une discussion entre Ibtissam et moi, vous allez être totalement exclus parce que vous n'avez pas lu le livre. Alors moi, je voudrais poser une question quand même à Ibtissam. Est-ce que l'histoire de Taleb et de Tasnim ont réellement existé? Sur quoi vous êtes fixé pour raconter cette histoire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez totalement inventé, ou c'est quelque chose qui a existé? Alors en fait, c'est basé sur, on va dire, une multitude de légendes urbaines et mélangées évidemment avec de la fiction pure, notamment en ce qui concerne l'histoire de Tasnim, c'est vraiment de la création pure. Mais Taleb, on a entendu parler de sorciers qui pratiquaient dans des pays africains. Qui ont, par exemple, au Bénin, qui ont essayé. Et puis aussi cette dimension, parce qu'on a plusieurs histoires différentes de sorciers, par exemple. Il y avait ce qui m'intéressait, c'était quand la question du pacte et quand le fait de rentrer dans ce monde-là et de devenir sorcier. C'est pas un métier anodin, c'est-à-dire qu'il y a un pacte qui est signé avec des entités et que comment faire pour rompre ce pacte-là. Mais souvent, on voit que c'est un pacte forcé. C'est ça qui est intriguant, c'est qu'on voit que les sorciers sont choisis, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas l'être forcément. Oui, parfois ils le font par choix, mais parfois, effectivement, c'est ce qu'on appelle des pactes familiaux où c'est des. Parce que c'est dans la famille. Voilà, c'est des lignées de sorciers de génération en génération et que parfois, quand il y a le jeune qui doit reprendre le flambeau, est-ce qu'il a le choix de le faire ou pas, quoi. Qu'est-ce que le kaolin? Alors, le kaolin, c'est une forme d'argile très solide. Et du coup, c'était en référence, la symbolique, référence aux humains qui sont faits d'argile et les esprits qui sont faits de feu. Voilà. De kaolin et de feu, c'est le titre du livre. Le titre du livre, donc coécrit avec Ibtissam Garda qui est avec nous. Soraya, qui a lu le livre. Et qui a donc des questions à poser. C'est ce que je voulais. Oui, ça exactement. Là, je n'ai pas pu parler pour les VTC. Là, je peux parler. Du coup. Soraya, fais l'émission, Soraya. Vas-y, Soraya, te laisse pas. Non, je me laisse pas du tout. Je suis là. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y avait non seulement l'influence maghrébine, mais vous avez mélangé ça aussi aux mythologies, à d'autres mythologies en fait existantes. Et qui ressemble finalement aux croyances qu'on a au Maghreb. Donc, je pense à la mythologie égyptienne, mais aussi à toutes les histoires qu'il y a en Amérique du Sud. Donc, je vois que vous êtes vous avez essayé de lier toutes ces croyances autour de la sorcellerie. Mais en fait, ce qui était important, pour nous, c'était de pas en faire quelque chose qui soit juste du folklore. Il y a ce que nous, ce qu'on connaît parce que c'est notre culture et qu'on a grandi dedans. Mais du coup, ça appelle à faire de l'investigation, de la curiosité et d'essayer de voir aussi dans toutes les autres cultures. Et on se rend compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures, quoi. À travers que ce soit parce que on fait référence aussi à la démonologie dans le christianisme, au vaudou. Aux francs-maçons aussi, vous parlez de grands architectes. Exactement. Au vaudou aussi, au niveau au vaudou. Et j'ai même fait un lien avec Harry Potter à un moment donné, lorsque vous parlez de l'architecture.
vous disiez qu'il a été touché par le maître à la naissance. Donc directement, j'ai pensé à Harry Potter, qui a été touché justement par le maître, automatiquement à son amour. Il y a plein d'influences comme ça. Vous êtes perdu là. Non, je trouve ça super intéressant. Attends, moi j'ai deux choses à relever. Premièrement, elle parle d'Harry Potter a été touché par son maître, par l'amour. Enfin, tu vois, c'est un petit peu tendancieux. Fais gaffe. Et à la naissance, en plus, on va prendre cher. Deuxièmement, on va féliciter Epticène pour deux choses. Une, pour le placement de produit vraiment très subtil pour le livre, qui est juste derrière elle, en haut à droite. Ouais, non, mais de voir ça. Et ça, c'est super bien. Moi, j'explique aux auditeurs. On est à la radio. Parlons des auditeurs. Oui, c'est vrai. Non, c'était au cas où vous ne vous mettiez pas pour des gens qui. Donc, vous nous prenez pour des amateurs, c'est ça, Vous avez cru que vous étiez sur Beurre FM. Ah non, arrête. Je vais signer mon contrat demain, Christophe. Arrête tes bêtises. Alors, je voulais dire que la pochette du livre, justement, qu'on voit derrière vous, en haut à droite sur l'étagère, tout en haut, mais vraiment discret, et ça, c'est vraiment très fort. J'ai trouvé cette pochette magnifique. Sérieusement, je l'ai trouvée super belle. Artistiquement, elle est extraordinaire. On a l'impression qu'il y a un anneau comme une alliance emprisonnée de feu avec un pouvoir mystique qui sort à l'intérieur et une boule d'énergie sur l'extérieur. Vraiment, je l'ai trouvé. T'as trop regardé Doctor Strange, toi. Pour du coup faire un clin d'œil à Yasmine, qui a Design Création. C'est elle qui a fait cette superbe affiche. Je lui dis bravo pour son travail remarquable parce que vraiment, elle a touché dans le mille, quoi. Elle a lu parce qu'en fait, elle a lu 2 chapitres. Elle a même pas pu lire tout le livre pour faire l'affiche. Et elle a tout de suite chopé le truc et vraiment bravo à elle. Moi, alors, j'ai pas lu le livre, mais je le lirai là pendant que je serai en congé. Mais cette affiche m'a donné envie. Elle a vraiment attiré ma curiosité. Ça, c'est un premier point. Ah bah, ça fait plaisir. Deuxième point, on a une information. C'est un vilain défaut, la curiosité. On a une information parce que vous savez que nous, on est vraiment à la pointe. Apparemment, vous êtes originaire de Mantes. C'est bien ça? Tout à fait. Eh ouais, voilà. Tous les deux. Et Mantes. De quoi? D'un Mantes-à-l'eau? Non, Mantes-la-Jolie. D'accord, très bien. La Jolie, forcément. Qui ne connaît pas Mantes-la-Jolie? Et dernière chose, je voudrais quand même dire la genèse du nom de Kaolin. En vérité, c'est une erreur. En vérité, c'était Carolin pour pouvoir nettoyer les sols. Et quand vous regardez la couleur de Carolin par rapport à Kaolin, ça se rapproche un petit peu. Voilà. Tu sors tout de suite. Sors. On a perdu. Bon, il y a qui? Soraya. J'en profite pour glisser une petite chose. Pardon, juste Léa, que nous recevions juste auparavant, elle a quand même oublié de nous dire une chose très importante, qu'il y avait une grosse manifestation demain, nationale des VTC, a lieu demain à 15h, devant le ministère des Transports, à Paris. Donc voilà, 15h devant le ministère des Transports pour les VTC au niveau national. Ibtissem Garda est avec nous pour parler de ce livre de Kaolin et de Feu que Soraya Rachedi a lu. Pardon. Ouais, j'ai lu. Oui, en fait, une toute petite question, mais vraiment en détail. Je sais que du coup, c'est un roman, les villes, le nom des villes ont été inventés, etc. Mais à un moment donné, vous faites référence à une ville qui s'appelle Ourgui, c'est ça? Et en fait, je me demandais, parce qu'il y a une ville qui se rapproche de là où de là où se passe l'histoire, qui est vers Marrakech, et qui s'appelle, en arabe, du coup, Ouarqi. Et c'est exactement. Et je me demandais s'il y avait un lien entre les deux. Alors, absolument pas. En fait, là, on a fait un travail au niveau de la linguistique, d'essayer de créer des noms de villes qui vraiment rappellent cette région-là, mais qui n'existent pas, en fait. Du coup, je vous apprends qu'à l'endroit où vous racontez votre histoire, il y a une ville qui s'appelle, mais à une lettre près en français, donc vous l'écrivez O-U-R-G-U-I, et la ville s'écrit du coup O-U-A-R-G-U-I. Donc, il n'y a que le A en plus. Du coup, c'est exactement au même endroit. Je me suis dit peut-être que, mais au final, c'est un hasard. Ouais, c'est un hasard. Ok. Ça bosse dans le LGF, vous avez vu? Prenez-en de la bonne graine, Rudy et Philippe. Vous avez vu Soraya, elle bosse ces sujets. Soraya, elle est à fond. Ah oui, mais je suis prostré, moi. Je suis bouche bée, je parle même plus, tu vois. D'accord. Et Ticène, moi, quand j'ai eu Soraya sur l'échange, elle a posté plusieurs photos pour la lecture du livre. Elle l'a avalé d'un trait. 286 pages, c'est ça, Soraya? 261 pages. 61. D'un trait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Donc, c'est un truc qui est addict.
Alors, je vais pas faire une question qui risque de fâcher un petit peu, mais je suis comme ça. Alors, tout ce qui est sorcier, etc., est-ce que c'est pas haram chez les musulmans? Oh lolo. Ah ouais, c'est haram ça. Justement, ce qui est, en fait, il fallait se lancer. Parler, ça existe. Fallait se lancer justement pour écrire un livre comme ça. On en a beaucoup parlé avec Khalid parce que moi, j'avais vraiment envie d'y aller, de foncer, de l'écrire. Et pourquoi vous aviez vraiment cette envie importante? Est-ce que c'est sujet à quelque chose que vous avez vécu dans le passé? C'est lié à une expérience personnelle? Et petit Seb. En fait, c'est un très grand tabou. C'est un tabou dans notre communauté, en fait, la sorcellerie. Mais mine de rien, en fait, je trouve que c'est révélateur. Ça se fait en sous-marin. C'est hypocrite un peu. Ça dénote et même aussi cette dimension où, par exemple, quand on n'a pas ce qu'on veut, ou qu'on est jaloux de quelqu'un, on va aller voir un sorcier pour faire un sort à la personne. Enfin, en fait, c'est ce cheminement de la personne qui va pour faire souffrir l'autre ou pour obtenir ce qu'elle, ou alors forcer l'autre à l'aimer, tout ça, toutes ces dimensions-là. Et puis, bien évidemment, j'ai aussi entendu parler de personnes, j'ai même eu dans mon entourage des personnes qui ont été touchées et qui en ont souffert, oui, et qui en ont souffert. Après, certains diront, et c'est pour ça qu'aussi je traite aussi, on survole dans le livre la dimension scientifique et un moment au niveau de la schizophrénie et de certaines psychoses, parce que ça se confronte souvent. Il y a même, et on nous raconte souvent aussi, vous avez certainement dû entendre parler de ça, de psychiatres qui reçoivent des gens originaires d'Afrique ou autres, et qui à un moment disent emmenez-la ou emmenez-le chez vous là-bas. Parce que, pour le soigner. Alors, bougez pas, petit Sem. On se fait la pub tout de suite. On est de retour très vite. On reste cependant live sur Facebook. Christophe Le Grand Forum, France Maghreb 2. À tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. En fait, moi, il y a un truc qui m'a vachement marqué, mais qui m'a mis mal à l'aise, parce que justement, ça relève du tabou. Ouais, c'est quand vous avez parlé de son oncle, le sorcier. Non, mais déjà, premièrement, vous avez écrit du coup une invocation directement adressée à Satan, une sorte de prière à Satan. Mais c'est pas la chose qui m'a le plus marqué, c'est vous décrivez, et c'est très réaliste dans le sens où c'est des choses qu'on entend à l'oral. C'est la manière dont on procède pour faire ce pacte, c'est-à-dire de, vous savez, écrire les lettres, les versets du Coran à l'envers, de mettre le Coran dans les toilettes, etc. Et ça m'a mis mal à l'aise parce que je me suis dit, elle l'a dit, elle l'a écrit. Il fallait que les gens prennent conscience, parce que parfois il y a beaucoup d'ignorance et il y a des gens qui vont disent mais je fais rien de grave. Finalement, je vais juste parce que j'ai pas de chance dans la vie, donc je vais aller voir un sorcier, quelqu'un pour m'aider. Voilà, c'est dit comme ça. Mais en fait, quand on sait derrière ce qui est fait, et que du coup, et puis aussi qu'on utilise, on va même prendre du sang ou même voir des excréments pour souiller les textes saints et tout, pour faire ce pacte. C'est vrai que c'est choquant. Et c'est pour ça que c'est une liberté, le roman, parce que dans un film, je ne sais pas si je ne l'aurais pas fait dans un film, très sincèrement. Et aussi, à un moment donné, je ne sais pas si c'est du spoil, si je raconte l'histoire, vous savez, de la femme qui vient parce qu'elle qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et à un moment donné, donc, il lui dit, voilà, prenez ce talisman, faites ce que vous avez à faire avec. Et en fait, on se rend compte qu'il n'est pas dit à la femme qu'est-ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'on lui donne la solution miracle comme ça, elle va le faire de manière tout à fait naïve. C'est intelligent de montrer que les gens, ils vont avec la bonne foi, parce que souvent, les sorciers utilisent le nom de Dieu et montrent en mine qu'ils sont dans le monothéisme pur et dur. Alors que derrière ça, il y a vraiment, il y a un accouplement directement avec le démon qui se fait, et elle n'est même pas au courant. Exactement. Oui, tout à fait. Et c'était ça qu'on voulait, justement. On voulait révéler toutes les dimensions de toutes les facettes, quoi, de ces échanges-là, quoi, de ce monde, Alors, visiblement, c'est un livre qui peut choquer aussi. Ah oui, c'est sûr que c'est un livre. Moi, je sais que il y a une personne. Quel retour vous avez eu justement par rapport à des gens qui ont été choqués? J'ai une amie qui a eu du mal. En fait, elle a failli le fermer à plusieurs reprises, en sachant que c'était pas son genre de prédilection, parce qu'elle était plus, elle aime plus les romances et des romans historiques, et voilà. Donc c'était pas trop son dada de base. Plus réaliste.
Voilà. Mais il y avait des moments, elle m'a appelé en me disant mais les noms des djinns, est-ce que c'est des noms inventés ou est-ce qu'ils sont vrais? Parce que sinon, je crois que je vais fermer le livre, je peux pas, ça fait peur. Et puis finalement, elle était tenue parce que c'est fait aussi et c'est construit un peu comme ces séries un peu addictives où elle a été jusqu'au bout et en fait, maintenant, elle attend le 2. Donc, oui, mais c'est ça qui est perturbant avec le livre, c'est qu'il y a beaucoup de références coraniques. Même vous parlez des 2 anges qui ont enseigné la magie à l'époque de Babylone. Je ne sais plus quel était leur nom. Harut et Marut. C'est ça, exactement. Donc on lit et on se dit, c'est vrai ce que je dis. Pour c'est ça qui fait peur. Pour revenir à ce que vous disiez, Soraya, en ce qui concerne l'Aude à Satan à un moment donné, mais ça aussi, en fait, j'ai cherché dans la littérature, parce qu'on a fait quand même pas mal d'investigations, du coup, on a cherché toute la littérature, et ce qui avait été produit et écrit par rapport à Satan. Et en fait, on a pris des références de poètes, de vrais poètes qui sont célèbres et qui ont fait des odes à Satan. Donc, c'était pour dire aussi qu'il y a quand même quelque chose d'universel là-dedans et que. En tout cas, un livre qui se lit. Il y a des poètes satanistes, du coup. C'est ça. Ouais. Alors, un livre qui se lit finalement tranquillement en vacances sur la plage, pourquoi pas. Tout à fait. Voilà, vous pouvez l'emmener avec vous. Le livre s'appelle De Kaolin et de Feu. De Kaolin et de Feu. Absolument. L'édition, c'est quoi? Alors, c'est Artemisia, mais en fait, c'est une toute jeune. Boîte d'édition qu'on a créée nous-mêmes, c'est de l'auto-édition. Donc il y aura une suite pour ceux qui ont lu le livre déjà. Tout à fait. D'accord. Vous êtes déjà dessus peut-être. Oui. D'accord. Eh bien, à lire, à emporter comme livre en vacances pour passer des bonnes après-midi au soleil comme aujourd'hui, où la barre des 35 degrés a été franchie à Paris, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Alors, c'est peut-être pas à Paris qu'il faut aller bronzer, quoique sur les bords de Seine, pourquoi pas. Mais sur la plage cet été, avec ce livre, sous le parasol, le lire, se laisser envoûter, enfin pas trop non plus, de Kaolin et de Feu, un livre absolument à emmener avec vous en vacances. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. À la radio, et pour finir avec Ibtissem Garda, je disais que le livre absolument à emporter comme livre de vacances sur la table de chevet pour ceux qui travaillent cet été, ou en vacances sur la plage, sous le parasol, tranquillement, vous laissant envoûter par ce livre avec de Kaolin et de Feu à emmener en vacances. Merci beaucoup en tout cas Ibtissem Garda d'être venu nous le présenter. Et on vous recevra donc ainsi qu'avec votre co-auteur donc pour la suite donc de ce livre qui vous nous l'avez annoncé aura une suite donc ce livre. Emmenez-le en vacances les amis, c'était le petit conseil LGF aujourd'hui pour cet été. Soraya Rachedi vous le recommande. Ouais, et moi j'ai une dernière question sérieuse parce que je suis souvent un bout en train. Artemisia en référence à la déesse Artémis? Non, Artemisia en référence à la plante qui s'appelle chez nous Sheh. Dans ma région. Dans ma région. Il fallait pas lui lancer la perche. C'est bon, il va l'emmener sur la plage, Boyaki. Voilà, c'est ce qu'il ira. Merci merci Ibtissem. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup et j'espère très prochainement lire votre deuxième partie. Merci Soraya et merci à tous. À bientôt. Bon, merci Ibtissem. À bientôt. Philippe, Soraya, Rudy, qu'est-ce qui se passe là? Je demande aux gens de partager. Je suis allé voir, je suis pas content. Ah bon? Ah non, ça partage pas beaucoup là. Ah bon, on arrête l'émission. Ah c'est on arrête. Moi, je propose d'arrêter l'émission. Moi. Tout le live. Notre invité est là, je crois que ça va pas le faire. Oui, non, mais c'est pas grave. Si je veux arrêter, on arrête. Moi, je suis pas Bourdin. Moi, je fais pas semblant. Si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Non, mais en plus, là, notre invité, il va battre les communistes. Ils viennent de nous envoyer une mallette via le Kremlin. Ah oui, donc s'ils nous envoient les manettes, alors franchement, on arrête tout. On arrête. Donc, partagez, les amis. Partagez le live. Vous êtes fous, quoi. Le LGF, c'est pas n'importe quoi, les gars. On fait pas semblant. Nous, on fait pas les faibles avec les forts ou on est les forts avec les faibles. Nous, on est D'ailleurs, j'aimerais demander aux auditeurs, est-ce qu'ils ont retenu qu'est-ce que ça voulait dire de Kaolin et de Feu? Du coup, Kaolin. Alors, qu'est-ce que Kaolin? C'est la question littéraire de. Il y a quoi à gagner? Il y a quoi à gagner, Soraya? Ma reconnaissance. Le chapeau de Soraya. Non, on s'en fout de ta reconnaissance. Le chapeau de Soraya.
C'est quoi? C'est Mon le chapeau? Ouais, mais chapeau. bientôt, Christophe, j'espère qu'on fera de plus en plus de lectures et comme ça, on pourra envoyer à nos éditeurs les livres. On fera un quiz et on enverra des livres à gagner. Ouais, ok. Mets ton chapeau à gagner, là. Mets ton chapeau à gagner. Ouais, mais alors, si on les Il envoie. est avec, on peut pas Non, mais tu veux pas l'enlever ton chapeau 2 secondes? Pourquoi? Non, je sais Non, pas. mais en fait, c'est- je suis chauve à ce niveau-là. J'ai un problème. C'est la Soraya Touch. Ah, d'accord, ok. Tu caches un défaut? Eh oui, Un défaut technique? que vous ne verrez jamais. Ah bon? Ça, il faut pas me lancer le défi, attention. C'est super loin. Bon, alors, Tonino Panetta est avec nous, candidat. On est du côté de Choisy-le-Roi dans le 9-4-94. Bonsoir, monsieur Panetta. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. en direct dans le LGF. On retourne côté élection municipale. On fait des bons spectaculaires dans cette émission. On est à Choisy-le-Roi. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord pour les auditeurs de France Maghreb 2 du Grand Forum? Qui êtes-vous, monsieur Panetta? Alors, je suis un enfant de Choisy. Voilà. Ouais. J'habite Choisy-le-Roi depuis mes 5 ans. Donc, ça fait 59 ans. Et j'ai 64 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants. À Choisy-le-Roi, j'étais écolier, collégien, étudiant. J'ai animé des associations. J'ai été formateur pour des jeunes en alternance. J'ai été entraîneur du club de foot bénévole pendant 10 ans. Et j'ai créé aussi mon entreprise. Ce qui est important parce que c'est le message que je veux envoyer aux jeunes. Il y a beaucoup de talents parmi nos jeunes à Choisy-le-Roi. Et pour les jeunes, je souhaite organiser autre chose que des balles aux prisonniers ou un match de foot par-ci, par-là. C'est-à-dire aider à faire exploser leurs talents et à mettre en pratique tous les projets qu'ils ont parce qu'ils en ont beaucoup. En fait, relancer véritablement l'ascenseur social qui est complètement bloqué à Choisy-le-Roi depuis maintenant une 30aine d'années. Monsieur Panetta, qu'a donné le premier tour? Alors le premier tour, je remercie les Choisiennes et les Choisiens. Ça m'a fait chaud au cœur. Je suis arrivé en tête avec 33,30% des voix. Ouais. C'est la première fois en 61 ans que les communistes perdent un premier tour, une élection, même un premier tour d'une élection quelle qu'elle soit à Choisy-le-Roi. Et ça prouve, puisque le maire sort assez affaibli de cette élection avec 29%. Les écologistes ont fait oui, mais les écologistes ont fait 15%, 15-80%. Monsieur Ali Delouali, que je connais depuis longtemps. Nous nous étions loupés en 2014 alors que notre programme était commun à 80%. Et cette fois-ci, en 2020, nous avons décidé de faire cause commune pour l'intérêt de Choisy. C'est une demande de la population. Surtout, ils nous ont dit fusionner, nous voulons l'alternance. C'est ce que nous avons fait. Donc Ali Delouali est avec vous, monsieur Panetta? Oui, absolument. Nous avons fusionné, bien sûr. Il s'est pas rallié donc à Didier Guillaume qui est de gauche parce qu'en fait, alors c'est peut-être avec Didier Guillaume. Alors peut-être que vous inviterez un jour monsieur Ali Delouali, il vous expliquera. Lui, il n'est pas de gauche ni de droite comme il a dit, il est écologiste. Et ça fait 14 ans qu'il se bat à Choisy-le-Roi pour l'écologie. Il a accepté en 2014 de rejoindre Didier Guillaume. C'est pour ça que je vous dis, en 2014, nous nous sommes loupés. Et il a vécu une triste expérience. Il n'a rien pu faire réellement au niveau écologique à Choisy, comme les écologistes à Villeneuve-Saint-Georges. Vous avez entendu, il y a toute une polémique avec Madame Duflot qui n'a rien fait, mais qui a expliqué qu'avec les communistes, elle ne pouvait rien faire. Et dans la plupart des villes où les écologistes s'allient avec les communistes, l'écologie en prend pour son grade, en fait. Et d'ailleurs, pour moi, le parti le plus anti-écologiste de France, c'est bien le Parti communiste. Voilà. Donc, monsieur Ali Delouali et m'a rejoint. C'est important ce que vous dites parce que c'est la plus grosse réserve de voix, on va dire, parmi ceux qui sont parce qu'il arrive en 3e position. Derrière, il y a LREM qui est crédité à 10,69 points. Et eux, est-ce qu'ils vont vous rallier éventuellement ou pas du tout, LREM, Nathalie Lemoine notamment? Oh là là. Alors, La République en marche, en ce moment, la candidate, c'est un vrai show, quoi. Plus personne n'y comprend plus rien. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité choisienne. Elle fait plein de communiqués dans les divers journaux, beaucoup d'attaques, beaucoup d'insultes.
Vous pouvez vérifier, je ne suis pas dans les réseaux sociaux, je n'attaque pas les gens, j'attaque leur politique. Voilà, je ne fais pas d'attaque en dessous de la ceinture comme le maire à mon encontre. Et Madame Nathalie Lemoine, si vous voulez, s'est engagée, malgré ce qu'elle peut dire, avant le premier tour pour l'alternance. Monsieur Ali El-Wali, Madame Lemoine et moi-même, nous avions convenu, ce qui est tout à fait républicain, contrairement à ce qu'elle dit, nous avions convenu de nous ranger l'un ou l'une ou l'autre derrière celui ou celle qui ferait le meilleur score. Ah oui, voilà, ce qui est logique. Qui arrive en tête. Dans l'intérêt des Choisiennes et des Choisiens. 61 ans pour l'alternance, 61 ans. Même les personnes de gauche qui sont interviewées n'en peuvent plus. Ils attendent l'alternance. Donc, nous avons écouté les concitoyens. Que s'est-il passé ces derniers jours? Madame Nathalie Lemoine, qui a toujours revendiqué être communiste, elle nous l'a dit, en 2014, elle a voté pour Didier Guillaume. Elle travaille au CICIO avec comme responsable Monsieur Hervy, adjoint au maire communiste. Et donc, nous l'avons vu discuter pendant 1 heure avec le maire et les adjoints, je pèse mes mots, hein, elle a passé un accord avec les communistes, puisqu'elle a renié la fusion à 3 jours du dépôt des listes. À 3 jours du dépôt des listes, elle a renié la fusion. Ce que ses coéquipiers ne comprennent absolument pas, ils m'ont d'ailleurs tous appelé pour avoir des explications. Bah, moi, je leur ai dit, l'explication, c'est que nous avions acté une fusion, et puis qu'elle a renié. C'est tout, elle a trahi ses engagements. Ses colistiers étaient venus sur sa liste avec une condition, c'est qu'il y ait une fusion au second tour. Donc, ils se sentent trahis et ils ont donc envoyé un communiqué signé pour 12 d'entre eux. Il y en a 15 autres qui partagent la même ligne, mais qui ont un peu peur de représailles. Ils ont envoyé un communiqué à la presse disant qu'ils n'acceptaient pas la situation et d'avoir été mis au pied du mur par Nathalie Lemoine et qu'ils appelaient à voter pour la liste qui apporterait l'alternance, c'est-à-dire la mienne. Ils ont précisé qu'ils ont été avertis du maintien de Madame Lemoine le lundi à minuit ou 23h45. Monsieur Paletta, ça c'est effectivement des petites affaires au niveau local. C'est intéressant de les expliquer et de le dire. Maintenant, moi je voudrais savoir, pour être tout à fait dans le concret, on sait qu'il y a quelque chose qui embarrasse beaucoup le maire actuel, c'est l'affaire de l'usine Renault. Ça l'embête beaucoup. Alors, ça l'embête, disons que ça embête toute la population. Ce qui l'embête, c'est que lui, pour l'instant, il n'a fait aucune proposition. Lors d'un débat sur une chaîne, je ne sais pas si je peux la citer ou pas. Si, allez-y. Bon, il y a eu un débat sur FR3 lundi dernier aux informations régionales concernant Choisy-le-Roi entre le maire, moi-même et Nathalie Lemoine. Il y a eu un passage assez important sur Renault et là-dessus, lui, effectivement, il est dans la contestation de cette fermeture. Moi aussi, tout le monde, nous souhaitons tous que le site Renault reste à Choisy-le-Roi. Mais lorsque le journaliste lui a demandé quelles étaient ses solutions pour l'avenir, il a dit il n'envisage pas de solution pour l'avenir, sinon c'est acter la fermeture. C'est de l'irresponsabilité. Nous avons 2 fers au feu. Nous nous battons pour le maintien du site à Choisy-le-Roi. Mais comme je l'ai dit sur FR3, nous activons tous nos relais politiques, de gauche et de droite, les plus importants, pour que nous soyons tous unis sur le fait que le site Renault doit rester à Choisy, avec ou sans l'écusson Renault. L'usine Renault à Choisy-le-Roi, c'est un savoir-faire unique qui s'inscrit dans l'économie durable. Donc, dans ce que réclame tout le monde, y compris M. Macron, pendant le coronavirus, il a dit, après le coronavirus, il faut réindustrialiser, il faut aller vers le sens de l'économie durable et de la recherche avancée. Tout cela est réuni à l'usine Renault de Choisy. C'est les seuls en France qui sont capables de rénover les moteurs et les boîtes de vitesse de Renault en les corrigeant, en les rendant plus propres à la sortie que lorsqu'ils arrivent chez eux. Ils travaillent sur des technologies de pointe comme l'hybride. D'ailleurs, Renault a investi il y a 3 ans pour aller dans cette direction et que nous annonçons maintenant par le canard enchaîné, c'est-à-dire que des employés de Renault qui étaient en vacances apprennent, ou plutôt qui n'étaient pas en vacances, qui étaient malheureusement, suite au coronavirus, confinés chez eux,
voilà, ou en chômage partiel, apprennent que leur usine va fermer. Vous voyez le choc? Non. Et en plus, l'usine Renault est rentable. Elle est rentable. Des 4 sites qui voulaient fermer, c'est la seule qui est rentable. Donc c'est inexplicable et inapplicable. Monsieur Panetta, candidat à Choisy-le-Roi, quelle sera votre première grande action si toutefois vous réussissez dimanche à devenir maire de Choisy-le-Roi? Quelle sera votre première grande décision pour marquer un tournant après 61 ans de communisme? Vous pensez bien que Renault est une priorité. Au niveau plus terre-à-terre à Choisy-le-Roi, mes premières visites seront pour les quartiers populaires de Choisy-le-Roi. Je leur ai promis, ils me soutiennent. Oui. Monsieur Panetta. Vous voyez, on parle quartier populaire. Il va revenir dans quelques instants. Ça a été coupé. On parle quartier populaire, hop, ça coupe. On parle. Bon, pour tout à l'heure, Léa, qui nous dit ouais, je suis menacé parce que je parle trop. Ça coupe. Il se passe des choses bizarres dans cette émission. Non, mais on a parlé de Jnoun et je pense qu'ils sont là. Quoi. Ah, bah voilà. C'est de ta faute, Soraya. Voilà. Non, c'est ouais, ok. Ouais. Donc, allez-y, les amis. Je vous rappelle la manifestation des VTC, parce qu'elle a oublié, Léa, de nous en parler. C'était quand même la raison de sa venue. Demain à 15h, devant le ministère des Transports. Notre invité de retour, Christophe. National. Monsieur Panetta, donc, pour votre première grande décision. Oui, alors ma première grande décision. Bon, d'abord, première grande décision, vraiment, ce sera d'aller rencontrer Monsieur le maire avec Madame Valérie Pécresse, qui est également choquée par la fermeture de l'usine Renault. Mais dans les tout premiers jours, je vais réunir tout le personnel, le personnel qui a été malmené par Monsieur Didier Guillaume, qui est méprisé par Monsieur Didier Guillaume. C'est pour cela aussi qu'eux aussi attendent un changement. Donc, la première chose que je ferai, c'est réunir le personnel. C'est les assurer de mon écoute à leur égard. Et ça sera de valoriser leur travail. Ça, je l'ai écrit dans mon programme et ça sera fait. On va valoriser leur travail parce que le personnel, c'est la vitrine de notre commune. Je ne pourrais réussir aucune politique si le personnel ne se sent pas bien, si le personnel n'est pas écouté. C'est eux qui mettront en œuvre ma politique et ils auront toute ma considération et ma confiance. Et puis, ce qui n'a pas été fait depuis longtemps, je serai parmi les Choisiens. Je rendrai visite à tous les quartiers de Choisy-le-Roi. J'irai remercier personnellement de visu les électeurs et les électrices. Ça, c'est ce qu'on est toujours quand on est en campagne, monsieur Panetta. J'ai une petite question, si tu me permets. Oui, Soraya. Oui, bonjour, monsieur Panetta. En fait, vous disiez qu'une des premières choses que vous comptiez faire, c'était de visiter les quartiers populaires, mais quelles mesures, du coup, comptez-vous prendre pour ces 10 quartiers? Alors, déjà, je mettrai en œuvre ce que certains m'ont demandé. Par exemple, il y a 2 quartiers il y a même 3 quartiers qui sont particulièrement abandonnés. Bon, ça revient à dire que pratiquement tous les quartiers populaires sont abandonnés. Il y a Barbus, par exemple, où des jeunes avaient une salle pour se réunir et le maire leur a interdit l'accès à cette salle. Donc déjà, je vais rétablir l'accès à cette salle, mais surtout, je vais mettre en service une maison de la jeunesse dont ils ont besoin. C'est pas quelque chose d'onéreux et parce que ils désirent pouvoir s'y réunir pour se coopter dans des créations d'entreprises ou de projets et puis faire de la formation, ce qui est un grand classique, mais ce qui est toujours très utile. Et cela, c'est propre à chaque quartier. Pour la vie de tous les jours, actuellement, sur certains quartiers, il y avait des petits jets d'eau que le maire a fait fermer et qui n'étaient pas dangereux. Donc, ils m'ont réclamé aussi de pouvoir remettre en service pour les petits ou des brumisateurs avec une canicule pareille pour qu'ils puissent se rafraîchir. C'est des mesures immédiates qui ne coûtent rien. Mais surtout, pour ces quartiers, il y aura une vraie démocratie participative. J'étais encore au Navigateur hier soir. Donc, je leur ai dit qu'il faudrait qu'entre eux, ils se réunissent pour faire un conseil de quartier. Ils vont se choisir un responsable de ce quartier ou un président du conseil de quartier. Et ce sont eux qui vont élaborer des mesures pour leur quartier. Actuellement, les réunions de quartier, le maire vient avec ses propres projets. Je vais inverser la tendance. Ce sont les habitants qui vont me proposer leurs projets. Monsieur Panetta,
quartier. Parce que le temps qui passe très très vite et je tiens quand même au respect du temps de parole entre les différents candidats. Monsieur Panetta, dernière question, très rapidement. Pourquoi ce dimanche 28 juin, il faut glisser dans l'urne à Choisis le Roi le bulletin Monsieur Panetta? Pourquoi il faut voter pour vous dimanche? Parce que déjà, je vais dépolitiser la ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une réunion, le personnel aussi, lorsqu'il y a une élection, le maire lui demande de voter pour tel ou tel parti, telle ou telle cause, ça ne sera plus le cas. Je vais redonner la liberté de parole, la liberté de penser à chaque choisienne et chaque choisien. En ce qui concerne les employés, je l'ai dit, je vais uniquement regarder si les services fonctionnent bien. Les associations seront libres. Les associations, si elles sont utiles pour Choisis le Roi, elles auront tout mon soutien et je n'attends rien en retour, surtout pas de retour politique comme c'est le cas actuellement. Il faut tourner cette page de politisation à outrance et il faut vraiment se préoccuper du quotidien de chaque choisienne et de chaque choisien. Ce qui a été oublié, les choisiennes et les choisiens sont à l'abandon aujourd'hui. Le maire doit être un maire du quotidien, se préoccuper, avoir de l'empathie pour ses habitants. Et je leur ai dit, je l'ai écrit, je serai parmi eux chaque jour. Mon bureau sera ouvert. Je recevrai les choisiennes et les choisiens, ceux qui le refusent de faire. Voilà déjà quelque chose d'essentiel pour voter ma liste Gagner ensemble dimanche prochain. Parce que nous serons uniquement au service du quotidien des choisiennes et des choisiens. C'est ce qu'ils réclament, qu'on s'intéresse à leur vie, qu'on améliore leur vie de tous les jours. Et tout mon programme va dans ce sens. Voilà, je m'y engage. Je précise parce que c'est important et moi je l'ajoute transparent. On avait contacté monsieur Didier Guillaume pour une interview. Ils ont refusé visiblement. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un de notre équipe qui les dérange. Et quand il y a quelqu'un de l'équipe qui les dérange, eh ben moi je dis non. Donc monsieur Didier Guillaume ne viendra pas dans cette émission. Je tiens à vous le dire tout de suite. Voilà. Merci monsieur Panetta. Très bien. Merci beaucoup à vous. Et moi, il n'y a personne qui me dérange, même dans la contradiction. Merci pour votre émission. On l'a bien vu. Et on vous en remercie, monsieur Panetta, et bon courage pour dimanche. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci, à très bientôt. Au revoir. Bon courage. Non, mais sans déconner, je veux dire, quelqu'un qui me dit, moi, je veux pas venir parce qu'il y a telle personne, bah, tu viens pas. Tu restes. Je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu vas chez quelqu'un, tu choisis pas s'il y a des autres invités. Tu vas pas dire, moi, je veux pas venir parce qu'il y a Rudy, par exemple. Tu vois, ou il y a Soraya. Si tu veux pas venir parce qu'il y a Rudy sur la, donc tu viens c'est pas. Rudy le problème. Non, c'est pas Rudy le problème. Je ne dirais pas qui, mais voilà. Je t'ai pas au courant. Ça a posé problème à monsieur Guillaume qui a quelques problèmes visiblement avec la démocratie et avec les communistes, des contradicteurs. Et sachant en plus que la personne en question ne peut pas poser de questions pour des raisons éthiques et pour des raisons de campagne électorale, puisque lui aussi est en campagne, donc il n'y avait aucune crainte. Mais visiblement, ils ont un peu de peur avec la démocratie, ces gens-là. Donc, tant pis pour eux, en tout cas. Et ce fut, en tout cas, une belle occasion de rencontrer M. Panetta. Il y en a un qui nous dit Gamal Abina. Je pense pas non, c'est pas Gamal Abina. Voilà. Bon, alors, dans un instant, les amis, on est de retour avec La Belle Histoire. Il a eu du boulot, La Belle Histoire, aujourd'hui. Hein, entre ce livre dont on a évoqué avec Soraya, principalement de Kaolin et de Feu, les VTC. Nous étions tout à l'heure à Brittany. Et nous étions à l'instant à Choisis le Roi. Et on va parler un peu de Bourdin pendant la pub. Donc connectez-vous sur Facebook et partagez-moi cette émission. Bazar. France Maghreb 2, Christophe Le Grand Forum. Je compte sur vous, à tout de suite. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Pour accueillir La Belle Histoire, j'aimerais qu'on regarde un extrait de l'interview ce matin, tant décrié dans la presse aujourd'hui, entre Bourdin et Raoult. Et ce fut assez musclé. Regardez plutôt. Vous êtes sauvé, quelqu'un n'a envie. Non, alors calmez-vous. Non, mais d'accord. Non, écoutez, calmez-vous. Non, mais donc, m'expliquez pas la médecine et m'expliquez pas que c'est soigner les gens. Je n'ai fait que soigner les gens. Écoutez, vous allez me répéter 10 fois, puis je vais me lever et m'en aller. Didier Raoult, ben non, on n'est pas là. Vous avez dit justement, pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est un choix qui a été fait. On n'a pas soigné les gens. C'est-à-dire que vous affirmez que des médecins ont
tué des patients qui n'ont pas soigné. Alors gardez vos déductions pour vous-même. Mais ce ne sont pas des déductions. Si, vous faites des déductions. Ce que je vous dis, globalement, quand on dit aux gens, si vous êtes malade, restez à la maison et prenez du Doliprane, on ne soigne pas les gens. Voilà, c'est point final. Après, les déductions, on risque. Alors, c'était assez houleux ce matin entre Raoult et Bourdin. Il s'est levé. Moi, je trouve que Raoult est quelque peu très arrogant, très sûr de lui. Et Bourdin, je l'ai trouvé assez mou du genou quand même face à Raoult. Qu'en pensez-vous Qu'en penses-tu, Rudy? Ouais, non, mais en fait, Bourdin, il a l'habitude de pousser les gens dans leur retranchement. Et il se trouve que Raoult, même quand il est poussé dans ses retranchements, il a suffisamment de répartie pour pouvoir inverser, en fait, la tendance, on va dire l'influence dans le clash, en fait. Ouais, et donc, dans ça, en fait, Raoult, il est très fort parce que finalement, même si... Philippe, Rudy, pardon. On te perd, mon vieux. Les gens fait... Oula. Hein, pardon? On te perdait, là. Apparemment, il n'y a pas qu'à Bretigny où c'est le bordel, Internet. Ouais, je crois. Ah, moi, je vous entends bien. Hein. Moi, je oui, bah, nous aussi, on t'entendait bien. Oui. Ouais, donc, donc là, le souci après par rapport à Raoult, c'est la question que tu posais tout à l'heure, arrogant ou pas arrogant. Bah, c'est quelqu'un qui est intelligent. Je veux dire, tu vois, il a une haute estime de son intelligence par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il est capable de faire. Une haute estime de soi-même. Ce principe-là. Ouais, mais il faut, Christophe, il faut. Tu sais, il est hyper cartésien, Raoult. À un moment donné, c'est celui qui a le mieux étudié la question. Il n'y a aucune étude qui a prouvé. Il y a aucune étude qui a prouvé l'efficacité pour l'heure de ce qu'il prétend être quelque chose de. Oui, mais il y a. Aujourd'hui, Christophe, c'est celui qui a le plus étudié la question. Il n'y a aucune étude qui. Mais surtout, en fait, il dit pas qu'en fait que l'hydroxychloroquine c'est le remède miracle. Il dit que parce que lui, il était face à la difficulté de devoir soigner les gens, il les a testés, il les a soignés directement. Non, mais de comparer Marseille et Paris, excusez-moi, c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, Christophe, si je peux me permettre, le docteur. Attendez, comparer Paris et Marseille, d'abord, c'est assez stupide. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup moins de cas. Il compare pas. Il y avait, si, il l'a comparé. Il a comparé. Mais c'est pas lui qui compare, c'est beaucoup plus Bourdin à mon égard. Non, c'est pas qu'il compare. Moi, je pense que je comprends pas le propos de Raoult. En fait, Raoult, il dit pas que c'est celui qui sait le. Enfin, il dit pas qu'il sait tout. Il dit qu'il sait le mieux. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il le dit, on ne sait pas tout sur cette maladie, on ne sait pas tout sur le Covid-19, etc. Mais dans le domaine du savoir, il dit c'est celui qui sait le mieux dans le sens où c'est lui qui travaille le plus sur la question. Et moi, je trouve pas ça arrogant, je trouve ça hyper cartésien. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'à l'échelle planétaire, on regarde qui est-ce qui travaille dessus, notamment lui, et il est tout en haut de la liste. En fait. Et après, à un moment donné, s'il le dit, on pense qu'il est arrogant. C'est juste la vérité. Et puis en plus, Soraya, il y a un jeu des médias. Il y a un jeu des médias pour pouvoir un peu le diaboliser parce que il s'est mis vraiment à travailler en fait sur cette molécule parce qu'il a vu dans son centre que ça portait des fruits. Pourquoi est-ce que l'hydroxychloroquine a été qualifié comme vénéneux au mois de janvier alors qu'on savait très bien que c'était un moyen pour pouvoir travailler sur le Covid-19 en Chine, on en parlait déjà, dans le monde on en parlait déjà. Finalement, ils l'ont retiré de la circulation. Au mois de mars, ils l'ont rétabli. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et je trouve qu'on va taper, on va diaboliser Raoult, juste parce qu'en fait, lui, il a travaillé là-dessus, il a vu que ça portait des fruits. Alors après, il n'a pas fait la randomisation, toutes ces histoires très complexes, etc. Mais il y a aussi des choses qui lui ont donné raison. L'OMS qui voulait des marchés, ils l'ont fait sur la base d'une étude de Townsend là qui en réalité était mal embarquée, cette étude-là. Donc les gens qui tapent sur Raoult, eux-mêmes en fait ils ont des éléments qui sont pas des éléments qui sont recevables sur le plan médical. Le gars il a travaillé là-dessus, il a vu que ça a apporté des fruits, il a testé plus que les autres médecins ont testé. Que le gouvernement a testé d'ailleurs. Le gouvernement avait dit qu'ils allaient tester 700 000 cas par semaine. Jusqu'à aujourd'hui, ces tests, ils n'existent toujours pas, tu vois. Donc, il y a une campagne, en fait, de diabolisation sur Raoult. C'est vrai qu'il a... Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Ouais, voilà, donc j'ai... À la radio, on est de retour, Rudy, à la radio sur France Maghreb 2. Et en direct, on parlait pendant la pub de Didier Raoult et Soraya et Rudy, qui sont des fans des arrogants. Donc, non, je suis pas fan. Mais à un moment donné, tu mets des médias, de faire des pros Raoult.
Mais oui, de faire des pro-Raoult, des anti-Raoult. C'est le jeu des médias. Aujourd'hui, on vit dans une société de polarisation. Il faut absolument qu'il y ait des anti et des pros. Moi, je suis pro-personne, je suis anti-personne. Je trouve que c'est quelqu'un qui a eu des résultats avec l'hydroxychloroquine et les autres médicaments. Des résultats auprès de qui, Rudy? Sorte-nous des études sérieuses qui prouvent l'efficacité de son traitement. Au bout d'un moment, pour avoir des résultats, pour rien dire. Ça doit servir à d'autres éléments, utiliser le médicament pour faire autre chose. Lui, en fait, il a été confronté à l'urgence de ne pas se confronter en fait à un pic donc du Covid-19 à Marseille. C'est pour ça qu'il a utilisé rapidement. C'était pas la même chose, Rudy. À Marseille, il n'y avait pas autant de cas qu'à Paris. Rudy, c'est pas parce qu'il n'y avait pas autant de cas que le pic ne serait pas monté. C'est pas parce qu'il n'y avait pas autant de cas que le pic ne serait pas monté. Regarde, en Allemagne, ils ont été obligés de reconfiner une région. Attends, pardon, Rudy. Il faut juste qu'on soit sérieux 5 minutes. Ça, c'est important, vous savez, de pas être malhonnête intellectuellement. On peut pas comparer ce qui s'est passé à Marseille, effectivement, où les résultats ont été plutôt bons. Il y a eu un test massif, justement, mis en place par Didier Raoult et son équipe. Il y a eu beaucoup moins de cas qu'il y a eu en région parisienne. Déjà, de comparer, c'est ce qu'il a fait, je suis désolé, il a comparé ce qui s'est passé en disant, nous, à Marseille, on a eu un taux de réussite, etc., par rapport à Paris. Mais c'est pas la même chose. Non, justement, il n'était pas aussi présente. Mais oui, mais lui, il explique, c'est pas parce que l'épidémie n'était pas présente qu'elle n'aurait pas explosé à Marseille. Il ne compare pas. Lui, il explique que ça a marché à Marseille parce qu'il a testé massivement. À Paris, on n'a pas testé. À Marseille, ils ont testé. C'est pour ça que, proportionnellement, certes, il y avait moins de cas à Marseille qu'à Paris, mais ils ont eu moins de morts que Paris n'en a eu parce que Paris n'a pas testé. Forcément, c'est ça, la forcément, il y avait beaucoup moins de cas. Mais oui, mais non, mais il faut regarder en termes de proportionnalité. Il y avait autant de cas à Marseille qu'à Paris, en Seine-Saint-Denis. Là, on aurait bien voulu voir. Mais par rapport à la proportion des infectés et donc le taux de létalité, c'est-à-dire les personnes qui meurent au sud de l'infection, il y a eu moins de morts à Marseille. C'est ça la réalité. Il n'y a pas que le fait de nombre d'infectés. Il y a le nombre de personnes qui meurent après avoir été infectées. On tourne autour du pot. Quand tu nous dis ça, il y a eu moins de morts qu'à Marseille. Normal, il y a eu moins de cas. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais si, ça a à voir. Non, le taux d'infection et le taux de létalité, c'est pas pareil. Tu peux être infecté, ok? Et si par exemple tu n'es pas soigné, il y a de grands risques effectivement que tu décèdes, surtout pour les personnes âgées, etc. Tu vois. Donc lui, le taux de létalité, il était moins important parce qu'il a pu soigner plus rapidement à la base des tests qu'il a pu faire. En termes de proportion, il y avait moins de cas de personnes infectées qu'à Paris, mais il a pu réduire le taux de létalité parce qu'il a pu tester largement et soigner largement dans sa clinique. En tout cas, Bourdin, il s'est pas attardé à attendre. En fait. On est d'accord que Bourdin il n'a pas attendu, en fait, tu vois, il a vite soigné. Ouais. Christophe, Bourdin, il a eu peur de perdre l'exclusivité Raoult, hein. On l'a bien vu, hein. Quand il était couché, parce que moi, je me rappelle de Bourdin face à El Khomri. L'intelligence. C'était pas pareil, Rudy. C'était quand même pas pareil face à El Khomri. Oui, c'est parce qu'en fait, quand Bourdin il est face El Khomri avec la période d'essai où elle s'était complètement foirée. Là, oui, sur la loi travail, etc. Non, mais en fait, mais tu sais, Christophe, la force du docteur. Une certaine intelligence, il a du mal. C'est pas le truc de Bourdin. Il a l'habitude en fait d'avoir des gens qui sont des politiques. Alors, attendez, parlez-moi en même temps, ça devient pénible. Redis, Soraya. Ouais, donc juste. En fait, je te disais que la force du docteur Raoult, c'est son détachement complet. En fait, il s'en fout. Il n'a aucun intérêt avec les médias et il n'a aucun intérêt avec les politiques. Ouais, en fait, il en joue, excuse-moi, Soraya. Il en joue, mais il s'en fout. C'est-à-dire, sa place ne dépend pas de ça. Il va sur des médias qui le défoncent à longueur de journée. En fait, il n'a aucun intérêt. Lui, moi, je le comprends. Il va sur RMC, c'est parce qu'il y a de la visibilité. Juste faire parler de lui, parce que c'est des gens qui ont besoin de faire parler d'eux. Ils ont un égo surdimensionné. C'est les chaînes qui veulent faire parler d'elle. C'est elle qui l'invite. C'est pas lui qui court après les plateaux. Et lui aussi, il veut qu'on parle de lui. Lui aussi, il veut qu'on parle de lui. Je pense qu'il est complètement détaché. Et le fait qu'il puisse se lever et partir et qu'il montre complètement ce je m'en foutisme là, c'est ça qui dérange. Et alors, Rudy, un dernier mot avant d'accueillir la belle histoire. Dernier mot, Rudy. Non, juste Christophe, ça t'étonne pas que tous les médecins qu'on voit à la télé, ils sont en train de taper sur Raoult? Ça t'étonne pas que le seul prétexte, ce soit le prétexte de sa personnalité? On va jusqu'à dire que oui, il se la raconte, il veut une audience, c'est la seule critique, etc. en fait. Alors, lui, c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à rester seul dans son coin. Tu vois, en fait, c'est quelqu'un de spécial, ça veut dire en fait qu'il faut dévoyer tout son travail. Moi, je trouve ça très, très, très bizarre.
Tu sais, le corps des médecins, c'est pas un corps qui est parce ils sont prêtés serment, le serment d'Hippocrate que ça en fait des saints. Il y a quelque chose de très étonnant là-dedans. On est d'accord, mais je n'enlève pas sa qualité de scientifique qu'il est, sans aucun problème. Moi, je le trouve un peu arrogant, haute estime de soi. Voilà. Moi, j'aime pas. Pourquoi il devrait pas l'avoir? Au contraire. Sois humble un peu, mon pote. Sois humble. Je sais pas, c'est bizarre. L'être humain. Tu crois que les autres médecins qui passent à la télé sont humbles? Ils sont pas humbles. Hein. Et je parle pas des autres. Là, on parle de Raoult en l'occurrence. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai pas besoin. Moi, vous savez, mon cher Rudy et ma chère Soraya, j'ai pas besoin de parler de mon travail. C'est mon travail qui parle de moi. Mais en fait, le moment où vous m'entendrez me vanter de ce que je fais, c'est qu'il y a un problème. Donc ce mec. Mais en fait, regarde, comment tu vois la qualité d'un scientifique, Christophe? La qualité d'un scientifique, il sait dire je ne sais pas. Donc à plusieurs reprises, Bourdin lui pose des questions et à plusieurs reprises, il dit je ne sais pas. Et c'est là que je vois la qualité de l'individu. Donc à un moment donné, quand il sait, on est d'accord là-dessus. Il le sait. Mais oui, mais c'est ça, c'est pour. Bon, la belle histoire. Moi, je pense pas qu'il soit arrogant. C'est-à-dire, bon, je suis pas intervenu là-dessus. Il le dit haut et fort, et quand il ne le sait pas, il le dit. Simplement dire que le professeur Raoult nous a dit tout au début, voilà, c'est rien, c'est une grippette. Et puis, il a dit, il n'y aura pas de deuxième vague, il n'y aura pas de retour dès que ça va faire beau. Allez, il y aura plus rien. Et ce matin, chez Bourdin, c'est je sais pas. Je voudrais dire. Il a répondu à ces questions quand même. Hein. Ça dépend des questions. Alors, je sais pas. Il s'est contredit plusieurs fois par rapport à toutes les déclarations. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Vous savez que j'ai d'autres choses à côté externe malheureusement. Mais je prendrai le temps là pendant que je suis en vacances de faire ces déclarations et par rapport à sa déclaration de ce matin, de couper et de mettre ce qu'il avait dit. Vous allez voir que. Ah ouais, très bien, mon Philippe. Voilà. Ouais. Bon, la belle histoire est-il là? Le mec, il a un melon comme ça. Ouais. Mais il y en a plein beaucoup attaqué aussi. Hein. Il est beaucoup ça va. Elle est victime. Il est beaucoup attaqué, s'il te plaît. Il va dans les chefs. Il aime bien aussi. Il les cherche. Nous, c'est depuis début mai qu'on sollicite une interview avec lui. Ok, depuis début. Non, mais on s'en fout. Elle est qui viennent pas. Mais oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas parce qu'il vient pas que du coup, c'est quelqu'un d'arrogant. Non, il y a déjà. T'as pas vu tous les messages. Laisse tomber. Stop, parce que là, on est super en retard. Qui viennent ou qui viennent pas, moi, je m'en tape. Le problème, c'est pas parce qu'il vient pas qu'il est arrogant ou pas. Il l'est de toute façon. Ça se voit. Il aime jouer de cette image, justement, d'aller dans les médias qui le défoncent. Moi, je dis qu'il est. Hein. Ouais. Moi, je te dis qu'il est. Hein. Mais moi, c'est. Donc, alors là, il est 18h. 18h, on accueille tout de suite la belle histoire qui est avec nous pour la synthèse de cette émission. Peut-être qu'il aura été inspiré dans les toutes dernières minutes. La belle histoire, bonjour. Bonjour, Christophe. Ah, il est là, avec nous, à la radio, en direct, avec nous. Nabil, t'es avec nous, Nabil? Ouais, je suis là, t'inquiète pas. Bon, tu m'autorises quelques minutes. De toute façon, t'as l'habitude maintenant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Alors, la belle histoire, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, la chronique s'appelle Loft Mairie. Vous allez comprendre pourquoi. Ce soir, dans le cadre des élections municipales en France, nous aurons besoin de vos votes nombreux, car le 28 juin prochain à Brétigny, TV. Et après, on fera la fête dans le loft, bière sur orge, boule à facettes, cocktail et litchi, écologie et économie, votez Stevie. Après la victoire, rendez-vous dans le loft, retransmis sur Facebook grâce à 40 caméras et 50 micros. N'oubliez pas, au loft mairie, n'oubliez pas le 28 juin, à Brétigny, votez Stevie. Alors, nous avons entendu tout à l'heure aussi la représentante des VTC. On peut augmenter le son ou pas? Ouais, pourquoi on l'avait tout à l'heure dans le studio et là on l'a par téléphone, je comprends pas. Parce que les auditeurs n'entendent pas non plus. Il y a des problèmes de connexion, je vous l'ai dit. Ah, d'accord, ok. Vas-y, je t'en prie, la belle histoire, vas-y. Voilà. Monte le son, Nabil, fais quelque chose là. Alors, donc, je disais que nous avons entendu Léa Bué. Oui. D'ailleurs, il n'avait pas de masque par ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Qu'il y a Léa aurait la buée. Lol, voilà. Nous avons son papa en ligne. Et oui, nous avons réussi à retrouver son papa. Son papa, il s'agit de Philippe Martinez. Philippe Martinez, bonjour. Oui, bonjour. Alors, nos revendications sont simples. Nous demandons à la mairie et à la maire de Paris, Anne Hidalgo, la reconnaissance du métier de VTC. On a besoin de pisser tranquille, là.
Le problème, c'est que dans ce pays, c'est l'ubérisation. Les VTC existaient avant les taxis, comme les WC existaient avant les latrines. Alors, oui, au VTC, non au taxi, G7. Et tout de suite, nous allons nous retrouver en direct sur Béanflemme TV et en entier pour l'interview, et on va retrouver Didier Raoult dans quelques instants. En direct sur Béanflemme TV, Gourdin direct. Notre invité sur Béanflemme TV, c'est Radio Macron Champion. Voici Gourdin direct avec Didier Raoult aujourd'hui. Didier Raoult, bonjour. Salut, c'est Didier Raoult, la tête de Patrick Sébastien, c'est génial. Attends, c'est génial. Attends, tu vas trancher avec moi. Attends, s'il te plaît. Non, mais Didier Raoult, ne vous inquiétez pas, je vais fermer ma gueule. Bah oui, t'as intérêt, parce que, allez, je te propose qu'on fasse la fête, dans la feria, les bons gars, et on prend du coca avec, attends, tu vas voir, avec la chloroquine. Avec la tête de fouine, et je vais te faire la vernie, en chanson la chloroquine. Justement, et nous allons revenir sur France Maghreb 2. En effet, nous allons rejoindre, cher Christophe, le professeur émérite, le professeur Samir Abdeslam, qui est présent pour une seconde fois à la demande générale pour une question d'une auditrice musique. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de France Maghreb 2 pour l'émission Parler Islam. Alors, on me dit que il y aurait une personne là au standard, hein, c'est ça, hein? Donc on va tout de suite l'avoir au téléphone. Oui, allô? Ah, la personne n'a pas pu attendre. Subhanallah, les gens ils sont pas patients. Hein. Oui, allô? Oui, salam alaikum, cheikh. Alaikum salam, rahmatullah, Fadal, oui, j'ai un problème, cheikh. Je suis amoureuse. Alhamdulillah. Inch'Allah, tabarakallah. Mais c'est qui? C'est quoi le problème? En fait, cheikh, je suis amoureuse de Christophe Fro. Oh merde. Hein? Vous savez quoi, madame? C'est un jeune, c'est sûr, madame. Alors, attendez, madame, j'ai pas fini. Samhini, chauffe, j'ai une solution. Attends, non, et pas commencer une crise de rire, Philippe et Christophe. J'ai une solution. Je vous conseille de lire le livre de Benti Ebtissem et Hadi Halid. Ça s'appelle de Shaolin et du feu. Shaolin. Voilà, Shaolin ou de feu. Ou alors, sinon, si vous n'arrivez pas à lire le livre, à ce moment-là, vous prenez du carolin, vous nettoyez le sol, le ménage, comme d'habitude. Voilà, donc, merci beaucoup, cher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en ai terminé. Merci beaucoup, la belle histoire. Bravo. Merci beaucoup. Ça serait mieux en direct, hein, comme ça on entendrait mieux. Hein. Oula, il est 18h07. Moi, je vais me faire virer. Je vous le cache pas, je vais me faire virer. Ouais, il y en a qui attendent que ça, mais je vais me faire virer. Bon, merci beaucoup, la belle histoire. Demain, peut-être en direct avec nous, j'espère, si les soucis de connexion sont réglés. Merci beaucoup, Soraya Rachedi. Merci, merci à vous. Et tu reviens avec ton chapeau de la semaine prochaine? Ouais, voilà. Toujours. Il sera en jeu, le chapeau. Voilà. Ah non, tout sauf ça. Tout sauf ça. Bon, très bien. On veut garder notre Soraya entière. Merci beaucoup, Rudy Kazi. Merci, mon Philippe. Et remerciements aussi à Ethan. Merci, DJ Nabil. Et pardon pour le retard. Rendez-vous demain à 16h si tout va bien et si on est encore là. Si on ne nous a pas foutu dehors d'ici là. Demain, 16h sur France Maghreb 2 pour le LGF. Quoi qu'il arrive, on sera là sur Christophe le Grand Forum. Quoi qu'il arrive. Salut, à demain. Promis. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France.